Et bien sûr, bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue encore sur notre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12, le Zénith, fierté pour beaucoup d'entre nous ce matin à l'effet de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun et des conséquences qui peuvent en découler, mais surtout des positions qui sont prises de part et d'autre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous, on en parlera. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le président de la République, Paul Biya, a choisi de recevoir le milliardaire africain d'origine, si vous voulez, de nationalité nigériane, Aliko Dangote, et a fait de celui-ci commandant de l'ordre du mérite et bien sûr de la valeur, on va dire, un décernement qui lui a été fait par le chef de l'État parce qu'il est investisseur au Cameroun. Comment comprendre en même temps qu'au sortir de cette audience, M. Aliko Dangote nous ait fait le compte rendu de l'échange avec le chef de l'État et la question évidente ce matin de savoir pourquoi Paul Biya aux affaires depuis 1982 ne parvient toujours pas à recevoir le patronat camerounais et échanger efficacement avec ces derniers. On s'en souvient qu'il y a quelques semaines encore, ici au JICAM, il y a eu beaucoup de tractations autour des rencontres qui devaient être émises entre le JICAM et le gouvernement camerounais. Heureusement que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangoute, est allé à la rencontre du JICAM. Mais pourquoi le chef de l'État ne refuse à chaque fois de recevoir les investisseurs camerounais qui eux aussi ont leur mot à dire? La question mérite d'être posée ce matin. Les regards sont portés évidemment vers Etoudi et parlons bien sûr d'économie camerounaise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le chef de l'État pense-t-il seulement aux investisseurs étrangers et qu'est-ce qu'il en fait des investisseurs locaux? En compagnie de Dona Briskamgan, Bengan Kandji, Dominique Audrey Yengelek et Dominique Pengou, nous sommes encore unis ce matin pour la même mission. Mesdames, Messieurs, vous servir, vous informer, vous éduquer, créer une vraie reliance sociale entre vous et nous. L'antenne c'est Equinox, le programme c'est 10-12 le Zénith. Vous qui nous regardez, nous, on se parle. Bonjour à vous, Dona Briskamgan, bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, nous avons depuis hier réfléchi et nous pensons que un certain nombre de nos dirigeants, notamment dans les hautes sphères de l'État, et là c'est encore grave, doivent recevoir des séminaires sur ce qu'on appelle le sens de la responsabilité lors de la prise des positions, la prise de parole publique, sur des questions d'intérêt public. Nous le disons pourquoi? Parce que nous avons lu hier une mise au point d'un éminent membre du gouvernement sur le scandale de Meuse qui est en cours et qui défraie la chronique au Cameroun. Un membre du gouvernement qui au départ a soutenu la personnalité, le confrère qui est incriminé et qui par la suite se dédie complètement. Alors, il en est de cette affaire comme de bien d'autres affaires pour lesquelles ce membre du gouvernement, comme d'autres de ses collègues au sein du gouvernement, ont pris la parole sur des questions sensibles, délicates et manifestement avec une légèreté incroyable et par la suite viennent se les dire. Nous pensons que, comme lui, d'autres membres du gouvernement doivent pouvoir recevoir un séminaire, une formation sur la prise de parole lorsque cela engage la vie de la nation ou sur des questions d'intérêt public. C'est important parce que chaque fois qu'on est homme public, chaque fois qu'on a un sens, qu'on a une responsabilité plus ou moins importante dans la sphère publique, il faut pouvoir savoir, et c'est le b.a.-ba, que toute prise de parole doit obéir au moins en principe la moralité, la mesure, l'objectivité. Dona Briskamgan, il est important de le rappeler qu'après notre interpellation sur ce plateau hier matin autour de l'homme, si vous voulez, de l'homme qui se cache derrière la page Forza Cotompou, tout a été dit hier, eh bien, on a été surpris qu'au sortir de l'émission, qu'il réagisse autrement après les nombreuses interpellations, mais dire que l'affaire continue de faire un grand scandale au Cameroun. Bengan Kandji, bon début, non, bonjour, on n'est pas encore le week-end. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Effectivement, nous sommes dans un pays où l'argent tord le fer. C'est une rocambolesque affaire dans le canton Bel, l'endroit appelé Dikolo, non loin d'une station-service en allant à Bonanjo, si vous prenez par Sonel Koumassi. Depuis 2019, l'État s'est engagé à une opération d'arnaque, je dis bien d'arnaque, accompagnée par
certains avocats disent n'est pas bon. Expropriation pour utilité publique, oui, mais ici, justement, c'est pour, la construction d'un hôtel Hilton à Douala. Quelque temps après, non, ce n'est plus un hôtel Hilton, c'est quelque chose d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, une propriété du canton Bel, les autorités administratives en prennent position sans l'avis du chef supérieur du canton Bel. On l'invite pour venir assister, comme on dit, à l'expropriation. On dit, mais qui sont les populations qu'on va exproprier pour une superficie de plus de 2 hectares? Est-ce que ces gens sont même installés parce qu'il y en a qui ont un fichier à la chefferie supérieure? L'autorité administrative a fait ce qu'elle a pu planter. Et le chef supérieur canton Bel, merci Sa Majesté Bumbu, il a dit au préfet de Bouri, je ne viens pas à cette réunion-là. Et non seulement, voilà, il faut rappeler qu'il est auxiliaire d'administration. Voilà, oui, S'il est auxiliaire d'administration, effectivement. Voilà, il faut qu'on se comprenne très bien. Il a dit donc à sa hiérarchie, je ne viendrai pas. Ce n'est pas comme ça qu'on traite des populations. Vous parlez de... Donc en fait, d'expropriation pour utilité publique, il n'en est pas une. Donc il en est marre de la mafia de l'État. Voilà. La population de Dikolo, soyez forts. Restez avec votre chef. Vous avez la chance d'être soutenu par votre chef. Voilà. On attend de voir les retombées dans les jours à venir, madame, monsieur Diar, que tout ceci se passe sous le renouveau et des bilans devraient être faits aujourd'hui. Qu'est-ce que le renouveau a apporté au Cameroun de bien? Les questions sont posées. Dominique Pengou, bonjour, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à vous ce matin. Comment comprendre ce matin qu'une personne avec qui on a partagé des relations, son intimité, on se retrouve à administrer 18 coups de poignard à une femme qui nous a procuré du plaisir et du bonheur il y a un certain temps. C'est une affaire de Bonabéry, un Camerounais qui a poignardé 18 fois avec un couteau, une Camerounaise avec qui ils ont partagé une relation vraiment. Quand les questions, encore les réponses à ces nombreuses questions qui parfois amènent à comprendre qu'il y a une épidémie de crimes passionnels qui font pignon sur rue au Cameroun, à quand on aura les réponses à ces différentes questions, c'est assez lourd, c'est assez difficile à comprendre ce genre de gestes. Merci beaucoup Dominique Pengou. Bonjour Dominique Audrey-Yengalé. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Hier, comme nombreux Camerounais, on a assisté à la prise de parole de Madame Abena Ondoa, qui s'est enfin prononcée à la suite de l'histoire impliquant la jeune Malika. D'accord, ça c'est une bonne chose, on a pris acte de cela. Mais qu'est-ce qui va être fait à présent? Quel est le programme? Est-ce qu'on va seulement se contenter de dénoncer ou alors on va prévenir pour que ce genre de situation n'arrive plus? Dans la question à la dame posée, quelle est la suite? Quel est votre plan d'action? Et bien sûr, on l'a entendu, on en parlera pendant l'émission, madame, monsieur. N'oubliez pas des portées aussi importantes sur ces questions. Comment s'éduquer, comment revenir à un climat assez intéressant. On va revenir sûrement sur les propos qui ont été tenus par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille au courant de l'émission. Et ensemble, on fera un réel décryptage. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est le troisième d'une fratrie de 3. Il raconte qu'en 2012, son père a été affecté à Marois, entre Douala, Yaoundé et Marois. Il effectuait, le jeune homme qui nous écrit, des navettes. Et c'est en 2021 qu'il obtient son Master 2 dans la ville de Marois, où précédemment, il s'était définitivement installé. Il raconte que quand il était plus jeune, il vivait avec ses parents ici à Douala. Et ses parents subvenaient à tous ses besoins. Donc, côté finance, il n'a jamais eu véritablement de problème parce que son père avait un emploi modestement rémunéré, du moins il n'avait pas faim, il ne manquait de rien. Donc par besoin d'avoir un peu plus d'argent pour ses poches, son argent de poche, un jour comme ça, sans dire à ses parents, du moins il est allé avec ses amis au marché vendre de l'eau glacée. Lorsqu'il est revenu, son père l'avait copieusement battu et lui a dit « peu importe le besoin que tu as, je m'en occupe ». Donc le jeune garçon qui nous écrit aujourd'hui nous dit qu'il a malheureusement grandi sans savoir se battre tout seul, Aujourd'hui, son père est retraité, son frère aîné vit à la maison, n'a pas d'emploi rémunéré. Conséquence, on n'a plus pu
payer ses études, puisque son père est retraité, sa maman ne travaille pas, son frère n'a pas d'emploi. Donc le peu qu'on trouve à avoir à la maison, c'est pour pouvoir vivre et manger. Donc il a un oncle qui s'est proposé d'aider ses parents à financer ses études après son Master 2. Malheureusement, il dit qu'à sa plus grande surprise, ses parents ont refusé catégoriquement que cet oncle finance ses études en disant non, lui ici à la maison, il nous aide à faire les travaux et tout, donc on ne peut pas le laisser partir comme ça, donc il ne peut plus aller à l'école. Le garçon dit que ça fait 6 mois qu'il est à la maison, depuis après son master au mois de janvier, il ne fait rien, il ne rapporte rien, il ne gagne rien, il est comme ça, il divague comme ça dans la ville, il n'a rien pour vivre et sa relation est devenue tellement conflictuelle avec ses parents qu'il en est devenu rebelle. Rebelle au point où, lorsque sa mère lui dit « mais tu ne peux pas sortir pour aller chercher l'argent », le frustrer et autres, il dit à sa mère « tu veux que je sorte faire quoi? Je ne sais même pas utiliser mes mains. Lorsque j'ai essayé de me battre, vous avez toujours refusé. » Aujourd'hui, il dit que les larmes de sa mère ne l'affectent plus. Lorsqu'il a la possibilité de faire du mal à ses parents, que ce soit verbalement ou bien par des actes, il leur fait mal et il n'éprouve rien du tout. Son frère aîné, il a également de l'aversion pour lui et il a même envie de partir, de les abandonner définitivement et ne plus jamais les revoir. Mais dans son compte électronique, il n'a que 50 000 francs. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'il peut faire pour revenir à de meilleurs sentiments? Merci beaucoup Dominique Audrey. Eh bien, c'est des histoires en même temps comme nombreuses qui nous sont parvenues. Donc vous nous envoyez tous les matins et surtout à travers le contact avec Dominique Audrey. Merci pour ceux et celles qui ont des soucis et qui tentent autant bien que mal de nous les faire parvenir. Et ensemble, nous essayons de trouver des solutions et des voies de sortie. Vous avez échangé avec le jeune Dominique Audrey. Et puis je commence par vous, fondamentalement. Les questions qui ont été évoquées ce matin, le sentiment qu'il dégage, c'est qu'il ne connaît pas travailler parce que ses parents ne lui auront pas permis d'aller également apprendre à le faire. Les parents ne lui ont pas donné l'occasion justement d'apprendre à chercher de ses mains. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche ce garçon? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui l'empêcherait justement à se déconnecter de ses parents et aller chercher sa propre vie? Est-ce qu'il a besoin d'être aussi imbu vis-à-vis de ses parents pour se faire entendre? Il a mentionné dans l'histoire que nous avons tous lue, il ne va pas travailler parce qu'il ne sait rien faire. Il vous a dit quand même ce qui l'empêcherait de se battre? Michel Ngachou, il a dit qu'il ne travaille pas parce qu'il ne sait absolument rien faire. C'est ce qu'il nous a fait savoir à tous sur le plateau en rédigeant son histoire. Donc, à ce jeune homme, oui, on peut comprendre que vous soyez déçu. On peut comprendre que vous soyez en colère. C'est normal, c'est légitime. Vous êtes humain parce que vous avez des aspirations certainement à aller encore plus loin dans les études. Mais maintenant, vous êtes conscient des réalités. Votre père était la principale source de revenus dans le foyer et malheureusement, il ne peut plus payer vos études. C'est normal que vous ne compreniez pas donc que par cette occasion, lorsqu'un oncle essaye de financer vos études, vos parents refusent. Vos parents refusent certainement parce qu'il y a des antécédents avec cet oncle que vous ne maîtrisez certainement pas. Peut-être en acceptant, vos parents pourraient ressusciter une vieille plaie qu'ils ont vécue, un passé douloureux avec cet oncle. Vous n'en savez rien. Peut-être dans la famille, il y a des suspicions à l'endroit de cet oncle-là et peut-être vos parents d'une certaine façon sont en train de vous protéger. Lorsque vous avez grandi, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. On a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui grandissent comme ça parce que les parents se disent qu'ils sont en train de protéger ces enfants ou bien ils ont le nécessaire pour que leurs enfants ne manquent de rien en les gardant à la maison, mais c'est une erreur. Parce que oui, beaucoup d'autres personnes, en allant à l'école, on apprend à faire du commerce pour une certaine catégorie. D'autres vont travailler dans des chantiers. Donc maintenant, vous, si vous voulez entrer dans un monde et avoir peut-être un peu d'argent, si dans la zone dans laquelle vous vous trouvez, il y a par exemple une fabrique de parpaings, moi je vous aurais suggéré de commencer par là pour commencer à apprendre comment ça se passe. C'est sensiblement 2000 à 2500 francs par jour que vous pourrez travailler. Donc allez, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous donner du travail. Vous pouvez commencer par apprendre à faire des parpaings. Vous pouvez aller dans une laverie de voitures pour qu'on vous aide là-bas. L'envie de partir
de vous éloigner de tout le monde. En fait, ce n'est pas du monde dont vous voulez vous éloigner, mais c'est de vous-même. Il faudrait prendre le temps de vous retrouver avec vous-même pour donner des orientations à votre vie, parce que vous approchez la trentaine et vous arrivez à l'âge où vous devez prendre des décisions pour vous-même. Et maintenant, lorsqu'on devient adulte, ça ne sert à rien d'être méchant avec des gens. Il faut leur dire la vérité, les choses comme vous pensez, mais peut-être trouver les bons mots, les mots justes et le ton nécessaire pour que les choses se fassent entendre. Les parents à chaud, il y a une façon de les gérer. S'ils sont en colère ou bien si votre mère est en train de vous lancer des mots, à l'instant, ne lui répondez pas et revenez plus tard lui dire « Maman, la dernière fois tu m'as dit si. D'abord, je trouve que mon âge fait que tu ne devrais plus me parler d'une certaine façon, mais à côté de ça, on peut faire abstraction de ça. Mais sache que je ne peux pas sortir parce que je vais me retrouver la moto, je ne sais pas faire, le taxi, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire la cuisine pour ne serait-ce que faire des brochettes, je ne sais rien faire, qu'est-ce que tu me suggères ?» Donc, il faut pouvoir aménager un espace de dialogue avec vos parents, mais déjà, c'est normal que vous sentiez mal quand vous êtes empêché de continuer l'école. C'est Gérard. L'histoire bien sûr racontée ce matin, Donald Breskamga, est-ce qu'on ne peut pas tenter de croire que celui qui raconte l'histoire est paresseux? Oui, d'une part, mais... Parce que qu'est-ce qui peut justifier tout ce qu'il nous raconte? On ne dit pas que c'est son histoire, mais est-ce qu'il n'est pas un paresseux réellement? Parce qu'on n'a pas besoin de, je sais pas trop, de la validation de qui que ce soit pour apprendre quand même. Oui, c'est pour ça que je vais dire quelque chose qui peut surprendre beaucoup. Je pense qu'il y a des têtutesses positives, Michel. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon papa, lui, pensait qu'il ne fallait pas rendre visite aux voisins, qu'il ne fallait pas voir des amis, que l'entourage était négatif. Mais moi, je me suis opposé à ça. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas une industrie d'amour, mais il ne faut non plus considérer que le monde n'est que haine. Il ne faut non plus considérer que l'entourage n'est que nocif au progrès individuel. Si vous avez un enfant qui, à un certain âge, ne peut pas coudre sa chaussure, ne peut pas apprendre, si c'est une fille, à faire de la coiffure, ne peut pas se tailler les cheveux, un certain nombre de tâches quotidiennes que l'on fait et qui, à première vue, n'ont l'air de rien. Il faut s'en inquiéter. Et c'est pour ça que je pense que pour le cas de cet enfant, sa famille a construit un château de cartes. Sa famille a pensé que la meilleure éducation qu'on puisse donner à un enfant, c'est lui dire le matin, Francis, voilà l'un des beignets, voilà ton taxi, voilà le casse-croûte à midi, voilà ton argent de poche, voilà l'argent de la fin pour ce mois de juin. Lui donner tout ce qu'il a besoin. À un moment donné, il faut même faire souffrir un peu l'enfant, même lorsque vous avez des moyens. Même si vous êtes un milliardaire, il faut à un moment donné décider de priver l'enfant d'un certain nombre de commodités, même des choses que vous savez parfaitement qu'il a besoin, pour voir sa capacité à faire face à des situations difficiles. Et manifestement, dans cette famille-ci, on a fait croire à l'enfant que la vie est un océan tranquille, où tout est facile, où on a absolument ce qu'on veut, au moment où on veut. Les conséquences sont là, vous avez un enfant de 30 ans, dans la trentaine de toutes les façons, qui ne peut pas se débrouiller par lui-même. Il a un master, je ne sais pas dans quelle discipline, mais si c'est un master théorique, c'est une perte quasiment. Vous voyez bien que la dépendance vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du père, peut conduire à des situations catastrophiques comme celle-ci. Imaginez que ce soit un master théorique qui ne lui permette pas de s'insérer socio-professionnellement, eh bien c'est un danger quasiment même pour la société. Donc, je pense que la responsabilité des parents est très importante ici. Il y a des situations où le père peut te dire « fais ceci » et tu évalues toi-même et tu dis « non, ce que papa dit là, avec tout le respect, tout l'amour que j'ai pour lui, je décide de faire autrement. » Évidemment, en assumant les conséquences qui peuvent s'en suivre.
Merci Dona Breskamgan. Alors, Dominique Pengou, sur l'histoire présentée ce matin, qu'est-ce que vous en dites concrètement? Ce garçon, master, trentaine, ne sachant rien faire, je me demande bien, peut-être de façon humaine, vous donnez vos avis, mais on est quand même en train de se demander comment un homme de la trentaine peut dire qu'il ne sait rien faire. Rien faire à plus de 30 ans. Il y en a qui savent laver les voitures. Il y en a qui savent faire un peu de soudure. Il y en a qui savent... il y a plein de petits métiers. Alors, comment un homme peut-il justifier véritablement qu'il ne sache rien faire au point d'en vouloir ses parents aujourd'hui? Comment vous comprenez ça? Voilà. Alors, ce monsieur, c'est tout simplement la conséquence fâcheuse du système éducatif camerounais. Il faut qu'on le mette d'abord au devant. Parce que se retrouver à avoir des diplômés de Master 2 et ne savoir rien faire, c'est scandaleux pour une éducation, pour un pays qui se veut éduquer la jeunesse, qui va être le fer de lance de la nation. Parce que ma foi bien, je pense que pour faire une licence, il faut un stage professionnel qui est requis et qui concourt à associer à votre projet ou votre mémoire. Pour faire un Master 1, il faut également un autre stage professionnel. Et ces différents stages vous permettent en fait de trouver votre voie. Absolument. De savoir ce que vous aimeriez faire plus tard, de trouver la passion en ci ou à ça. Parce qu'un Master 2, je vous dis n'importe quoi, en communication a plusieurs ouvertures. Vous pouvez faire la communication politique, communication de médias, animateur télé ou journaliste, tout ça. Maintenant, c'est avec les différents stages que vous voyez maintenant où vous vous en sortez le plus et vous vous y accrochez. Que ce soit avec l'aval du parent ou pas, on est assez mature, on a un niveau intellectuel assez haut pour pouvoir prendre ces décisions. Donc je pense que peut-être ce monsieur, en fait pas peut-être, mais l'éducation qu'il a reçue ou encore l'éducation scolaire, académique qu'il a reçue n'a pas été assez spécifiée. Est-ce que c'est suffisant? Donc c'est une faille. Parce que vous allez à l'école, oui. Vous rencontrez des enfants à l'école, Oui. Vous rencontrez des enfants dans vos universités qui viennent des horizons divers et que chacun vient avec ce qu'il a. Va-t-il nous faire savoir que à 30 ans et plus, il n'a rien appris de la société? C'est possible, Michel. Allez dans des universités, demandez aux enfants qu'est-ce que tu aimerais faire après tes études. Un enfant va vous dire, il est en phase licence, il ne sait même pas où il va se situer après la licence. Pour lui, c'est avoir le papier. Et puis après, on verra. C'est comme ça. Maintenant, il y a aussi la faute des parents de ce monsieur qui ont su cultiver la paresse en lui. Parce que je pense que du moment où vous avez déjà l'âge de savoir compter, de savoir écrire, on vous met face à certaines responsabilités. Moi, depuis la classe de première jusqu'en phase licence, j'ai fait des stages de vacances pour apporter un peu d'argent. Pas parce que forcément mes parents étaient assez démunis, mais parce qu'il fallait qu'on te cultive, qu'on t'apprenne déjà l'école de la vie. Comment ça se passe? Et qu'est-ce qu'il faut à telle situation, comment pouvoir s'en sortir. Et c'est même par là que le parent teste déjà la lucidité et le sens de la responsabilité de son enfant. Et c'est même par là que le parent sait maintenant comment son enfant peut être orienté à ci ou à ça, parce que justement, dès le début, il vous a vu évoluer, vous avez vu vous en sortir dans des milieux qui sont peut-être pas forcément un cadre professionnel, un cadre entrepreneurial assez grandissime, mais qui peut quand même être où vous allez être sous les ordres ou encore sous la conduite d'un patron qui va vous aider à vous ranger. Donc je pense que les parents qui ont su cultiver la paresse en ce monsieur en se disant non, on ne manque de rien, vas-y fréquente d'abord. Il y a un enfant de la République que tout le monde aime bien, que tout le monde connaît très bien d'ailleurs, qui a été promu à l'ENAM comme administrateur principal, mais a dit à son papa qu'il ne voulait pas continuer à le faire, lui veut être disjockey. Par exemple. Alors, est-ce que lui qui a tout, lui qui est né avec tout ce qu'il a sous la main, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, on lui dit même va à l'ENAM et puis tu sors administrateur principal, dit papa je ne veux pas ça, je veux te disjockey. À un moment donné, c'est pas une têtitude positive pour parler un peu comme Donald Breskamgan? Naturellement, puisque quand on atteint un certain standing ou encore un certain niveau de la vie, on sait ce qu'on veut et on se bat pour ça. Parfois même, c'est nous qui faisons entendre raison à nos parents que non, où tu veux m'orienter là, je ne me trouve pas là-bas, je ne sens pas la chose, je veux plutôt faire X et Y chose. Maintenant, c'est à vous, si le parent est récidiviste, c'est à vous de prouver aux parents que vous pouvez vous en sortir dans le domaine que vous avez choisi. Parce que parfois, vous choisissez le domaine et puis vous prouvez aux parents que non, tu voulais m'envoyer en études de droit, moi j'ai préféré faire l'animation ou le journalisme, je m'en sors là-bas et voilà les résultats. Et le parent s'aligne. Nous on se met quand même marché à pied, comme quand on dorme, comme quand on parlait 7 minutes à la radio, avec un objectif justement parce qu'on aimait ce métier. On s'en souvient que d'ailleurs Donald Breskamgan, maman disait monsieur n'y allez plus, et bien, ça fait presque 20 ans aujourd'hui. Et on tient, et c'est justement une abnégation qui donne des fruits probablement. Bon, Bengan Kanji, est-ce qu'on va dire forcément que la responsabilité est parentale à la base,
dit aussi que cet enfant aura-t-il échoué parce que il n'est pas assez malin, il n'est pas assez vigilant. Dire que ses parents sont la cause de son échec aujourd'hui, combien sont-ils au Cameroun qui, malgré qu'ils soient nés avec des cœurs en dans la bouche, parviennent à se déconnecter de la famille et mieux s'insérer dans la société? Non, moi, je veux des compléments d'information. Si ma fille Dominique Audrey peut me les donner. C'est le gars même, lui-même qui vous a raconté l'histoire. Lui-même. Voilà. Deuxièmement, il dit que ses parents lui ont interdit de vendre même. On l'a tabassé. Il était encore très jeune quand il a Voilà. essayé d'aller avec ses amis. On l'a fouetté, on l'a dit. Et il est ici à Douala, il est où? Non, il est à Maroua. Ça fait 6 mois, il ne va plus à l'école. Bon. Il fait rien, il est là comme ça. Bon, j'ai dit mon fils, heureusement que tout est loin. Si tu étais à Douala ou à Yaoundé, il me serait engagé, il te donné au moins 50 coups de bâton aux fesses. Oui, je me serais permis de laisser. Bon, heureusement tout est loin. C'est un enfant menteur. C'est un menteur. Ce garçon. Un menteur. D'abord, quand il dit ses parents lui ont interdit, oui, disons que ses parents lui ont interdit de vendre l'eau quand il était enfant. Qu'est-ce qui amène des parents salariés, sûrement fonctionnaires, ou voilà, qui étaient là? Ça veut dire que son papa lui disait qu'il veut peut-être un travail au bureau. Parce qu'il y a un type de fonctionnaire qui pense que c'est le Ngomna. S'il faut travailler au Ngomna, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Des gens qui réfléchissent comme ça. Mais de payer la scolarité jusqu'à ce niveau, moi je vais prendre des cas qu'on pourrait dire qui ne sont pas, j'allais dire, qui n'ont pas vocation à un travail de bureau. Maîtrise en quoi? En histoire, en géographie, en sociologie. Je ne sais pas, même si c'est là. La première idée qui vient pour ces enfants-là, c'est au moins enseigner. Au moins. C'est au moins enseigner. Et dire que je peux faire le cours de répétition. Absolument. Je peux faire le concours de l'école normale. Je peux faire. Peut-être que c'est ça qui était. Deuxièmement, pourquoi je dis qu'il ment? Il dit, un de ses parents a décidé de continuer à payer sa scolarité. Et voilà, qui se trouve être le frère de son père. Pourquoi les deux ne peuvent pas demander à son papa là de venir discuter avec lui qu'est-ce qu'il veut réellement? Il fait des jongleries comme ça. Est-ce que ça, c'est un enfant menteur? Il faut lui donner des bons coups de fouet. Peut-être les parents ont voulu l'encadrer pour qu'il n'ait pas à se frotter à un milieu qui ne sera pas exactement ce qu'il voulait pour lui. Papa est fonctionnaire. Pour un fonctionnaire, même s'il est de catégorie D, c'est-à-dire que, j'allais dire, la catégorie la plus basse, interdiction, elle imagine que mon fils sera fonctionnaire comme moi. Quand il dit sera fonctionnaire comme moi, papa a fait quoi? Papa était enseignant, on envoyait. Papa était dans l'administration territoriale, peut-être comme agent décisionnaire qu'on envoyait ou tout. On ne sait pas, il ne nous dit pas. Donc, c'est un enfant, il n'explique même pas pourquoi papa lui a interdit. Peut-être en allant vendre de l'eau, on avait peur que, parce que, comme on dit, il avait la tête à l'école. Papa ne voulait pas qu'il le trouve qu'il soit entre les mains des prédateurs qui puissent désorienter. Donc, Bengan, vous qui êtes parent, vous qui avez une expérience particulière, à quel moment est-ce que on lègue au garçon sa liberté pour qu'il a justement se frotter à la vie et mieux la sentir? À quel moment? À partir de 18 ans. Ouais. De 18 ans. Parce qu'au préalable, on l'aura préparé à ça. Parce qu'à 18 ans, vous êtes en mesure de voir que votre enfant est votre disciple. Votre disciple. Et vous commencez donc à le lâcher parce qu'à un moment, vous allez le traiter comme un conseiller. Et mon fils, tu as vu, tu commences à l'amener. Il y a des endroits, certaines réunions. Pourquoi moi, je suis pas allé loin? Mais je voyais mes frères, aucun n'a fait de stage dans une entreprise. Chaque grande vacance venait au village. Mais beaucoup d'entre eux, ou sinon la plupart, travaillent dans les bureaux et tout. Il y en a qui sont dans d'autres activités qui n'ont pas. Or, c'était systématique, même dans l'enseignement supérieur. Ils sont dans les grandes vacances, tout le monde venait au village.
Congé de Noël, ils viennent au village, défrichent les champs. Congé de Pâques, ils viennent s'appeler. Congé les grandes vacances, ils viennent, ils attendaient leurs résultats au village. Donc, aucun n'avait fait des stages, on disait que papa, et même, on aidait maman à vendre les bobolos ici, ainsi de suite, et c'était le champ et tout. C'est à la sortie, à la fin de leurs études, ils se sont débrouillés. Chacun a pu trouver un endroit où il peut se recaser et se prendre en charge, ainsi de suite. Donc, alors, cet enfant, j'ai dit dire, il était dans... Il n'a même pas donné j'allais dire le cursus. Il a fait Master 2 en quoi? Quel est ce détenteur de Master 2 qui ne sache pas ce qu'il peut faire? Il faut le taper. Voilà. Il faut, parce que justement, il accuse le parent. À ce moment, non, les parents n'ont rien. Le problème du garçon, ce n'est pas la suite, quel est le métier qu'il peut faire. C'est juste que là, dans l'immédiat, il ne sait pas utiliser ses mains. Bah, quand on ne sait pas utiliser ses mains, on apprend à utiliser. Mais ça veut dire que même faire des cours de répétition, qu'est-ce qui est aujourd'hui j'allais dire que même dans les lycées, il y a ce qu'on appelle enseignants de parents. Est-ce que cet enfant donc, ne veut pas... vous chômez avec une est-ce qu'il ne cherche pas... Il n'allait pas à l'école. Est-ce qu'il ne cherche pas la validation, ça justement... ne fait que 6 mois qu'il a arrêté les études. Oui, mais est-ce qu'il ne cherche pas la validation des Camerounais qui feront que, quand il va commettre ses gaffes, ses dégâts, on dira que c'est parce qu'il ne sait rien faire. Dominique Audrey, je pense très honnêtement que lorsque l'on est déjà homme, on est dans une société, on peut avoir des manquements. On va vers l'autre dire, mais gars, tu fais comment pour avoir 5 francs? On le dit ici, vous et moi, nous sommes sur ce plateau. Moi, par ailleurs, en dehors de la télévision, je suis organisateur événementiel spécialiste de soirée de gala. Donc, en dehors de ce que je fais ici, j'organise des mariages, je présente des mariages, je le fais. Donc, on n'a pas besoin forcément de se dire, et là, c'est une autre culture. On apprend autrement et on se valorise autrement là-bas. Donc, moi, je dis, notre but également, c'est de dire aux gens, on peut ne pas connaître, mais il faut se dire, qu'est-ce que l'autre peut avoir en termes de qualité? Je vais apprendre chez lui et je mets à disposition et je peux gagner ma vie. C'est la question justement que le jeune homme pose. Quand il envoie son problème ici, c'est qu'après 6 mois, il est au carrefour, il ne sait pas quoi faire. C'est comme ça, il n'est pas le seul dans cette situation à être perdu, à ne pas savoir quoi faire. Donc quand il vient et il vous dit, je ne sais rien faire de mes mains, j'ai envie de partir, j'ai envie de tout abandonner, je n'ai que 50 000, dites-lui qu'avec tes 50 000, voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que tu ne peux pas faire. C'est ça le but. Il faut que tu mérites d'abord 50 coups de... Quand on a fini de chicoter, on le jette. Justement, on lui dit, tu as appris quoi, à faire quoi à l'école? Qu'est-ce que tu as D'abord, même ça veut dire qu'il n'a rien dans la tête. Ne lui dites pas, ne faites pas comme si toutes les personnes qui sont sorties de l'école trouvaient le travail. Non, le débat n'est pas de travail. Si vous parlez de son master, vous allez dire que logiquement, il peut avoir un emploi. Parce qu'il a mené papa à jeter l'argent. Voilà. Ça veut dire que même les cours, il ne peut pas enseigner dans un lycée. Dites à Dominique c'est lui Audrey. qui décide d'aller enseigner dans le lycée. Mais ou bien on lui donne la possibilité. Il a dit qu'il ne sait rien faire avec ses mains. Voilà. On lui a demandé d'être mécanicien, d'être réparateur de frigo. Puisque nous parlons camerounais. Comme on lui a interdit de vendre l'eau. Dites que Dominique Audrey. Il ne peut plus rien faire, même tenir la craie. Dites que Dominique Audrey sait fabriquer le savon. Par exemple. Oui, vous fabriquez des savons que vous vendez, n'est-ce pas? Je fais des champs, j'élève des animaux, oui, je le fais. Est-ce qu'il a fallu justement l'aval de tes parents pour que tu en arrives à ce niveau? Non. Alors, on qu'est-ce qui n'a pas tous les empêcherait un mêmes parents. Camerounais? Non, Gachou. On n'est pas Je dans les vous mêmes en prie, conditions. on n'a pas les On n'a pas les mêmes mêmes parents. conditions. Chez moi, l'éducation que j'ai reçue est libérale. Je le dis ici tous les jours. L'éducation que vous avez reçue est différente. On n'a pas grandi dans les mêmes environnements. Alors, on n'a pas le même mental, la même morale. Les mêmes parents. Donc, il faudrait qu'il se rapproche d'un certain nombre. C'est pour ça qu'il vient ici. Je peux lui dire, si ça vous dit de faire la cosmétique, rapprochez-vous. Il y a des gens qui forment. Rapprochez-vous des femmes qui font l'onglerie. On va vous former, vous aurez des attestations. C'est possible. C'est ce qu'il veut entendre. On va prendre tout à l'heure la vie. On n'est pas obligé de lui dire ce qu'il veut entendre. Ok, quand vous avez fini de le taper, vous n'aurez rien changé. Oui, justement, il va se retrouver comme un enfant de la rue. Et justement, la honte à lui qui est un master 2, qui ne sache pas quoi faire. Voilà, merci beaucoup. On prendra tout à l'heure la vue des Camerounais sur la question. Tout de suite, la colère exprimée. Pardonnez Brice Kamga. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la chimère appelée la couverture santé universelle.
La couverture santé universelle, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme de facilitation des soins à travers lequel l'État rend les services de santé accessibles à la grande majorité de ses populations. L'État trouve des moyens le service des urgences de l'hôpital de district de Garoua-Boulaye qui sont ensuite réinjectés dans le système de santé afin de bénéficier au plus grand nombre des citoyens. Au pays de Paul Biya, c'est depuis 2015 que le projet a été annoncé à grand renfort de publicité par le gouvernement. 6 ans après, et alors que la pandémie du Covid-19 a exposé la fragilité du système sanitaire camerounais, les pouvoirs publics marquent le pas sur place avec un projet présenté officiellement comme l'une des grandes priorités du septennat 2018-2025. D'après le ministre de la Santé publique lui-même, l'avant-projet de loi sur la question dort paisiblement dans les tiroirs de la bureaucratie à Yaoundé. Ce projet de loi, cet avant-projet doit d'abord être examiné, ensuite déposé au Parlement sous forme de projet. Les parlementaires doivent l'adopter et puis le texte doit être promulgué. Ce n'est pas tout. 7 décrets d'application nécessaires à l'entrée en vigueur de ces textes de loi doivent être aussi élaborés. Mais évidemment, qu'il ne faut pas croire qu'après ce dispositif législatif et réglementaire, on sera sorti de l'auberge. Que non. Tenez, si on s'en tient aux déclarations du ministre de la Santé publique, le Cameroun aurait déjà sa couverture santé universelle. Car, en fin d'année 2020, Manaouda Malachi jurait la main sur le cœur qu'au premier trimestre 2021, ce système démocratique de prise en charge des malades serait déjà en vigueur au Cameroun. Mais à la vérité, l'affaire ne va pas comme sur les roulettes, comme on tente de le faire croire. Il y a derrière de grosses luttes pour le contrôle de l'enveloppe de 1300 milliards de francs CFA que la mise en œuvre de la couverture santé universelle va mobiliser. Une bataille qui se voit par le choix de l'entreprise devant mettre en œuvre le projet au Cameroun. Mais l'une des plus grosses curiosités de cette nébuleuse appelée CSU, c'est que le ministre de la Santé publique ne parle plus des cibles générales, c'est-à-dire la plupart, sinon tous les Camerounais. Il parle désormais des enfants âgés de 0 à 5 ans et puis des femmes enceintes. Un discours officiel qui tranche avec les modalités entendues jusque-là, soit, en tout cas, quel que soit le bout par lequel on prend cette question, les interminables tergiversations, l'inertie, les batailles d'intérêts qui embourbent la mise en œuvre de la couverture santé universelle au Cameroun sont révélateurs d'une seule chose. La vie des Camerounais n'a aucune, sinon très peu de valeur pour les autorités camerounaises. Pendant ce temps, les Camerounais meurent, faute de disposer de 1500 francs CFA pour un pansement, faute d'un moindre copec pour s'offrir des palettes de Ferragan dans une formation sanitaire, faute de s'offrir des visites prénatales, n'osons pas parler des accouchements difficiles chez les femmes. Cet État-là qui a démissionné de ses missions les plus basiques, précisément là où on l'attend, est très mal placé forcément pour donner des leçons de patriotisme et de solidarité à qui que ce soit. À demain.
Merci Donald Brice Kamgan. Madame, Messieurs, nous poursuivons l'édition de ce matin avec la question portée sur la couverture santé universelle au Cameroun. Avez-vous entendu parler, et au regard de la crise sanitaire qui prévaut aujourd'hui au Cameroun, d'ailleurs depuis 2020, et le coronavirus, où en est-on avec ce projet? Que dit le ministère de la Santé publique et même l'État du Cameroun, son gouvernement dans sa globalité? Les Camerounais qui ont été d'ailleurs impliqués dans ce projet, qu'est-ce qu'on peut en tirer véritablement? Couverture santé pour tous, pourra-t-on dire que c'était un projet, simplement une fumisterie, proposition qui n'avait certainement d'idée que de se renflouer les caisses? Qui sont ceux qui sont tapis derrière ce projet de santé pour tous au Cameroun à l'horizon, c'était 2020, je pense bien, je me trompe. À l'horizon 2000, voilà. On est en 2021, 21 ans après Donald Brice Kamgan, sur l'appel que vous faites ce matin. Je me tourne d'abord vers vous, Dominique Pengou. Avez-vous entendu parler de ce projet Santé pour tous au Cameroun à l'horizon 2000, qui voudrait que chaque Camerounais, pour le million de Camerounais, que l'on puisse bénéficier des soins appropriés avec le minimum qu'on pourrait disposer? Dites-nous, quel est votre commentaire à ce sujet? Alors déjà, la couverture santé au Cameroun à l'horizon 2000 était déjà avec pour objectif déjà de faire dès le départ un recensement des réfugiés, des expropriés et même des populations indigènes camerounaises pour déjà savoir comment se fera le partage de façon équitable à l'accès aux services de soins de qualité au Cameroun et surtout sur le volet financier. Cela allait énormément protéger les familles sur le volet financier parce qu'on sait bien que la santé au Cameroun a un coût qui est comme une courbature, c'est-à-dire ça va de soi, c'est chaque... Enfin, comme une courbe. Voilà, c'est comme une courbe, voilà. Voilà, donc ça va de soi, c'est chaque, comment je vais dire, c'est chaque centre qui détermine comment du combien doit coûter tel ou tel service sanitaire. Vous allez aller à Yaoundé, ce ne sera pas le même coût que quand vous allez aller dans un centre peut-être à Boya, à Bamenda ou à Douala, ce qui est déjà pas du tout normal puisque lorsqu'on a des services sanitaires qui sont généralement universels, je vais prendre un simple exemple sur les questions de dialyse par exemple. On sait bien que dans tous les centres qui sont habilités à les faire, ça devrait avoir le même procédé, le même coût, mais quand vous allez dans des centres urbains qui sont les plus reconnus, non seulement l'accès est assez difficile et le coût est assez élevé pour les personnes qui en souffrent. Donc je pense que si au Cameroun on avait mieux établi ces choses-là, aujourd'hui on ne serait pas en train de souffrir énormément parce qu'on connaît bien que le côté sanitaire, le côté santé au Cameroun, c'est un côté assez sensible et qui fait souffrir plus d'un Camerounais, puisque avoir l'accès à des soins sanitaires au Cameroun, c'est toute une misère lorsqu'il s'agit des pathologies, comment je vais dire, qui nécessitent vraiment un suivi des spécialistes. Si déjà, parlons de ce projet couverture santé universelle au niveau du Cameroun, à l'horizon 2000. Bon, c'est depuis l'horizon 2000, parce que depuis 2000, on parle santé pour tous, santé en pour 2000, tous. c'était une précédente projection. Voilà. La santé, la couverture santé universelle a commencé à être évoquée en 2015. Parfaitement donné après. Alors, si en 2000, ça n'a pas marché la santé pour tous, en 2015, on a initié ce qu'on a pu initier, on est en 2021 aujourd'hui, on a les mêmes réalités au sein de nos formations sanitaires, les conditions de vie des soignants, si vous voulez, du personnel sanitaire n'a toujours pas changé jusqu'à présent. On ne parvient pas à créer un équilibre sur le médicament et les coûts aujourd'hui au Cameroun. Va-t-on dire finalement que c'est des projets, des concepts vaseux qui sont à chaque fois renvoyés aux Camerounais comme ça? Naturellement, puisque le dernier pronostic ou encore la dernière projection était le premier trimestre de l'année 2021. Je pense qu'on a déjà largement dépassé le cap du premier trimestre de cette année et rien n'est fait, aucune projection, aucune programmation. Mais quand on regarde les statistiques, quand on regarde les informations, il y a eu un financement pour ça, pour ce projet qui n'est pas encore mis sur pied ou encore qui n'est pas encore réalisable jusqu'aujourd'hui. Alors maintenant, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque. Qui sont ces personnes qui sont chargées d'organiser la couverture santé au Cameroun, quels sont les corps qui sont habilités à le faire et pourquoi ça n'a pas été fait pour encore cette projection qui paraît être comme ça entre guillemets anarchique. Alors, est-ce qu'on va dire, Dominique Audrey Oyengele, que véritablement, s'il y a eu un budget, puisqu'il y a eu un budget
débloquée par l'État, votée par le Parlement pour assurer cette couverture santé universelle, et que rien ne soit fait au moment où nous en sommes, quand on dit rien, c'est-à-dire en même temps en termes d'évolution, en termes d'observation, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'interpeller le contrôle supérieur de l'État à ouvrir le dit, interpeller le gouvernement, le chef de l'État à se dire, mais je suis quand même le chef de l'État, je définis une ligne annuelle en ce qui concerne ma politique de santé. Est-ce que le Consupé ne peut pas être important ici, là maintenant, sur cette question de Dominique Audrey? Avant d'interpeller le Consupé, il faudra logiquement interroger le pourquoi cette loi a été validée. Parce que si on parle de couverture santé universelle, ça veut dire qu'on a tous les équipements adéquats. Ça veut dire qu'on a suffisamment de personnel pour gérer la population qui va arriver en grand nombre. Ça veut dire qu'on a un plateau technique à même de pouvoir, du moins adapté, pour recevoir et gérer tous les cas de maladie. Et à côté de ça, on a suffisamment d'espace d'hôpitaux, des hôpitaux de référence en tout cas, pour pouvoir accueillir les malades. Est-ce que on a ces trois éléments qui sont réunis pour pouvoir parler de couverture santé universelle pour tous? Non, je ne pense pas. Maintenant, la question du budget, on peut vous dire que c'est toujours en implémentation qu'on a donné le marché à une telle ou telle autre société qui va se charger d'implémenter une histoire vraiment tirée par les cheveux. Allez regarder le Maroc. Récemment encore, le roi là-bas est en train de donner les états de la situation. En 2022, par exemple, il y aura à la fin de l'année 2022, 22 millions de Marocains auront accès en plus. Ça, ce sont les agriculteurs. Une deuxième catégorie auront totalement accès aux soins de santé. Allez regarder le modèle de la couverture santé universelle au Rwanda. Comment ça s'est décliné, et ça a été mis sur pied depuis 2005, et la couverture là-bas est meilleure qu'aux États-Unis. Rendez-vous compte. Donc si on n'a pas pensé le projet, si on n'a pas suffisamment mûri le sujet, qu'on ne l'a pas porté à maturation, forcément on va débloquer autant d'argent que possible, mais l'implémentation ne se fera pas parce que à ce qui a été dit, ça a été subdivisé. On va commencer par il n'y a que 3 catégories de personnes qui sont concernées. La première, les salariés, les retraités des secteurs publics et privés. Ensuite, les indigents et les personnes vulnérables. Quand on sait qu'on a un médecin pour 1000 habitants, vous voyez que ce sera impossible, difficile à gérer. Il y a un manque d'équipement, comme je le disais à l'entame, et un certain nombre de manquements. Donc l'argent, même si on a débloqué, si en amont, on ne prend pas les mesures pour que ce soit effectif, on continuera de débloquer de l'argent, ça ne servira à rien et il n'y aura pas de couverture. Alors, il n'y aura pas de couverture. Le Consupé ne pourra pas être saisi parce que le chef de l'État aujourd'hui semble bien sûr son souffle de cette question. Il est silencieux. Alors, bon, Bengan, des concepts, santé pour tous à l'an 2000, couverture santé universelle depuis 2015, le bilan à nos jours, peut-on se dire que le renouveau ne cesse de punir les Camerounais avec des concepts qui ne servent forcément à rien? Et puis ici, il y a des budgets qui sont élaborés, l'argent est dilapidé, ça semble ne gêner personne, le Parlement est muet. Qu'est-ce qu'on fait pour ce projet santé pour tous, je veux dire santé universelle, aujourd'hui au Cameroun? Mais il faut que les citoyens se battent pour changer tout le système au jour là. Il est là, ils mettent un nouveau système en place, et l'école, la santé et tout va reprendre. Mais je pense qu'il faut... Vous parlez de quels citoyens? Oui, ben nous tous. On a des luttes unies sur tout le front. Si on fait la même observation que ça va mal, engageons-nous, y compris ceux qui vont nous combattre. Ah bon? Non, voilà. Même je pense qu'il faut apporter une clarification. Non, Dominique, quand vous prenez le Maroc, ça me fait mal. Pourquoi? L'hôpital Cheikh Saïd à Rabat il est en lui seul 240 médecins généralistes. Je ne parle pas de spécialistes, de professeurs. 240 médecins. Les gars sont vous êtes là, vous dites que Mali peut faire ta consultation, un diagnostic là, tout de suite là. Donc là-bas, c'est bon. Nous sommes c'est comme la canne et la champion. Le Rwanda, je ne voudrais pas en parler parce que bon, ça risque d'apporter une crise diplomatique parce que le Rwanda vole pour se développer. Mais bon, d'abord. Santé pour tous en l'an 2000, en réalité, c'est une fumisterie de la communauté internationale. Il se trouve que les pays africains ont atteint, après la crise pétrolière de 1973, 10 ans après, ils ont multiplié par 10
les ressources pétrolières. Oui. Ils se sont donc réunis à Lagos pour essayer de voir, sur l'encadrement de l'OUA, comment on peut procéder à un certain nombre de choses. Et justement, l'Organisation des Nations Unies, à travers ONU Femmes, UNICEF, la Banque mondiale, sont venus, j'allais dire, tuer le projet. C'est eux qui ont apporté le projet Santé pour tous en l'an 2000, planning familial, ainsi de suite, ainsi de suite. En réalité, sachant que on ne peut pas. C'était aussi le moment où il fallait vendre les préservatifs et tout ça et tout. Bon, le sida venait d'être dit. Bon, en fait, la suite de Santé pour tous en l'an 2000, c'est les objectifs du millénaire pour le développement. Ça aussi, on savait que ça allait chuter, rien. En fait, il était question pour ceux qu'on appelle malencontreusement partenaires au développement de se sucrer, d'avoir encore un peu de subsides qu'on a. Et dans les pays africains, c'était encadré par une certaine agence pour la coopération et le développement en Afrique. Mais or, vous avez entendu comme s'ils parlaient de développement de l'Afrique. Non, ils ont parlé de développement en Afrique. Maintenant, ce qui se passe Santé pour tous en l'an 2000, c'est, j'allais dire, un slogan de campagne. Le renouveau avait dit en 2003 deux grandes orientations. La première, c'était les grandes ambitions qui avaient comme maître mot infrastructure routière. L'autre versant, c'était donc ça, la réforme de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui devrait être encadrée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Donc, il avait changé de dénomination. C'est vrai, il faut le reconnaître, les cadres de ces ministères ont travaillé autour de cette grande orientation pour arriver justement à ce qu'on appelle la sécurité sociale. Mais à deux reprises, ils peuvent avoir convoqué un colloque où ils ont d'ailleurs associé, parce que c'était 4 ministères qui travaillaient de concert, ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ministère de la Recherche scientifique, technique et de l'innovation, ministère des Finances et le ministère de la Santé publique. Parfaitement. La veille, on dit que le truc ne se tient plus, que l'on ne se tient plus. Donc finalement, on est arrivé comme ça. Quand on vient donc lancer ça, c'est un slogan électoraliste. Ils savaient eux-mêmes qu'il n'y avait pas de contenu. Vous vous rappelez que c'est à ce moment, d'abord on lance ça comment? Les médecins du secteur public, je me rappelle Dr Yves Basson et Kamta, ils créent un syndicat de médecins. Parce que les médecins privés ont leur syndicat. Ils disent quoi? Pour la première fois, et là, il faut leur tirer un coup de chapeau. Les médecins, dans leurs conditions de travail, ils ne disent pas comme les autres, revaloriser le salaire avant 1994. Ils disent, nous avons prêté serment pour donner la santé à nos populations. Donnez-nous la possibilité de les soigner et de bien les soigner. Dans leur mémorandum, commence donc à dire, par exemple, c'est là où moi-même j'ai compris des choses. Quand on parle, vous avez entendu parler de polyclinique d'Aqua. On vous dit, le plateau technique là-bas devait être pour les maladies pulmonaires, les infections pulmonaires. On vous parle des centres de grandes endémies, ça devait être au quartier Congo, là-bas. Donc, en principe, voilà comment les gars disaient. Il y avait une répartition. Voilà, donc voilà, quand vous venez là, vous toussez, donc, vous devez être orienté. Ce projet est un projet mort-né au Cameroun. C'est un projet mort-né. Donc quand les médecins, d'abord on les affecte de manière disciplinaire, on les envoie dans les endroits où il n'y a même pas de connexion, alors que pour la plupart c'est des enseignants des facultés de médecine. Donc en fait, et après on va choisir les partenaires sud-coréens. Partenaires sud-coréens entre nous. Donc, vous voyez donc qu'on refuse que les Camerounais se concertent pour mettre en place un tel projet qui intègre non seulement la santé publique, les banques et les assurances. Parfait. Bon, quel est le secteur dans ce moment? Le secteur bancaire et le secteur financier, on en est où? Bonne question, mon Bengal. Allez, nous restons sur Equinox Télévision, madame, monsieur, c'est 10 le Zénith. Et puis, la question évidente est de savoir, sur ce projet de couverture santé universelle, le mutisme, le silence des politiques, si vous voulez, des hommes politiques ou acteurs, dits de l'opposition, sur une telle gabégie. Pourquoi garder ce silence? On en reparle en deuxième partie.
retour à vous. Bienvenue à l'instant, madame, monsieur, pour ceux et celles qui nous rejoignent sur notre antenne ce matin. Et non seulement, pour la deuxième partie, on va reparler de cette question de couverture santé universelle au Cameroun. Une question qui interpelle les uns et les autres. Mais surtout, une question avant de rebondir, du moins de l'Andalous Kamgang, on va sortir justement. On se pose la question évidente tout à l'heure. Pourquoi le silence des politiques? Pourquoi le silence de ceux qui sont considérés aujourd'hui au Cameroun comme étant ceux qui parlent au nom de l'opposition? C'est une question aussi essentielle que ces derniers ne se prononcent pas. Quel est votre commentaire de Nabrice? Écoutez, je ne considère pas que l'opposition est muette. Les marches que vous avez vues demandent aussi l'alternance. Ça signifie qu'il y a manifestement le constat de ce que les politiques publiques ont échoué sur beaucoup de plans. Et manifestement, celui de la santé. Le pouvoir, pour sa part, s'exprime. Hier, le ministre de la Santé publique était face aux députés lors d'une plénière consacrée justement à l'évaluation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Sauf que les nouvelles qu'il nous donne ne sont pas rassurantes. D'abord, il dit que l'avant-projet de texte est encore dans les tiroirs, doit être examiné, transmis au Parlement, adopté. Et puis, il y a un certain nombre de conditionnalités qui doivent être remplies pour que ce projet entre en œuvre. Mais nous signalons tout à l'heure qu'il y a des batailles autour de ce projet. Vous savez que ça va nécessiter une enveloppe de 1300 milliards et un peu plus d'ailleurs si on prend en compte l'ensemble des contours du projet. Une entreprise a été sélectionnée, elle s'appelle Santé Universelle Cameroun. Vous demandiez une enquête tout à l'heure, peut-être que le rapport de la Chambre des comptes qui doit en principe être publié demain d'après le programme qui nous a été parvenu de l'Assemblée nationale doit nous dire un peu plus sur l'identité de cette entreprise. Pourquoi? Eh bien parce que un certain nombre d'informations crédibles laissent penser que cette entreprise est liée à une autre qui a été fortement indexée dans les passations de marché public, dans ce qu'on appelle le scandale du Covid-19. Donc tout cela doit pouvoir être éclairci. Donc il y a ces batailles qu'il y a autour du contrôle des ressources financières allouées à ce projet. Mais il faut également dire que l'enjeu est de taille parce que vous savez que d'après les données officielles, 55% de Camerounais n'ont pas accès aux soins de santé pour diverses raisons. D'abord en raison du niveau de vie. Les Camerounais utilisent, d'après les données officielles, environ 10 à 15% de leurs revenus pour se soigner. C'est beaucoup lorsqu'on considère qu'il faut s'habiller, il faut manger, il faut envoyer les enfants à l'école. Consacrer autant de ressources pour les soins de santé, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il faut mettre en place un système qui facilite l'accès au plus grand nombre. L'une des raisons, c'est aussi qu'il n'y a pas assez de formation sanitaire. Nous sommes à Douala, peut-être qu'il y en a quelques-unes de référence, mais aller à Tokombéré, aller à Evoudoula dans le centre, les régions reculées, les zones reculées n'ont pas de formation sanitaire. Lorsqu'elles existent, elles ne sont pas du tout équipées. Voilà l'une des raisons pour lesquelles... Mais on ne peut quand même pas parler de santé universelle. On ne peut quand même pas évoquer ce projet quand déjà le gouvernement camerounais, quand l'État en question est déficitaire sur l'existence de ces formations sanitaires de Nabrice Kamgang. Vous avez cité quelques noms, Evoudoula, etc. Mais je dis, allons à Guidé, allons à Kapsiki là-bas, allons à Munduru, pour ne citer que ces zones qui sont aussi importantes. Allons à la frontière entre le Cameroun et le Tchad. Qu'est-ce qu'on dit justement de ces populations qui vivent là-bas, qui n'ont pas de formation sanitaire, et on leur parle, ou on leur brandira dans les jours à venir, un projet porté sur la couverture santé universelle. D'où la nécessité évidemment de questionner la volonté politique sur ce plan. Parce que vous savez que depuis 2011, les budgets alloués au ministère de la Santé, au secteur de la santé, si vous permettez, c'est entre 5 et 7%. 5 et 7%, j'ai essayé de regarder avant ce programme, le budget alloué cette année au ministère de la Santé publique, c'est 197 milliards de francs CFA, très en deçà de ce que d'autres ministères qu'on peut estimer comme étant moins stratégiques ont. Depuis 2011, 5 à 7%, c'est encore en deçà du seuil de 15% recommandé en 2001 par la Convention d'Abuja. L'engagement avait été pris par le chef d'État de consacrer au moins 15% du budget global aux questions de santé. Ce n'est pas encore le cas. Et lorsqu'on questionne dans cette volonté politique, on peut se demander comment on peut autant négliger le capital humain qui est important dans un pays qui se voit émerger en 2035. Au-delà de la réponse donnée aux parlementaires hier par le ministre de la Santé, Manoda Malachi, vous dites que les réponses données étaient convaincantes?
nous avons parlé de ce projet, l'avant-projet de loi. Nous sommes à 6 ans, il faut le dire, nous sommes à 6 ans après l'annonce de cette fameuse couverture santé universelle. En 2017, dans son discours de fin d'année, le chef de l'État avait indiqué avoir donné des instructions pour que ce projet soit parachevé. On s'embourbe manifestement pour un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts d'ordre général. Merci. Mais attendez, on n'arrive pas d'abord à soigner le paludisme. Que le chef de l'État instruit d'être soigné gratuitement pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et vous voulez soigner tout le monde. Et puis une donnée hier, le ministre de la Santé publique, puisqu'on parle de lui, a dit hier que l'espérance de vie au Cameroun a diminué. On était à 60, on est descendu. 60 ans, c'est la moyenne en Afrique centrale. On est aujourd'hui à 58 ans. Moyenne, l'espérance de vie est désormais de 58 ans au Cameroun, d'après les données publiées hier. Il n'a pas de données. C'est l'homme qui a 58 ans ou c'est la femme? Parce que là, on n'a pas... on le sait, quand on donne quand même cette espérance de vie, on peut vous dire que les hommes peuvent aller à 58 ans et les femmes peut-être à 65 ou voire plus. Donc, non, dans les calculs, on considère la moyenne. La moyenne pour tous, hommes et femmes. Merci, monsieur Ngachou-Numba. Ça veut dire que c'est des fausses statistiques. Il faut qu'on s'interroge quand même de Nabrice. Dominique Oudé, vous voulez réagir? Vous voulez réagir sur la question? Non, réagir pour dire que la moyenne, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, la majorité des personnes qui meurent sont âgées de 58 ans, si je ne me trompe. C'est tout. Peu importe le sexe, c'est que... Waouh. Non, ça veut dire si c'est le gouvernement qui donne une telle orientation, ça veut dire qu'on est là dans une navigation à vue. En français simple, ça veut dire que le gouvernement ne sait pas où il va. En réalité, oui, on donne les chiffres. Il est important quand on ne les débaisse pas comme ça. Oui, on va dire le taux de natalité est 2, le taux de raison de la population est 2. Les jeunes sont... Sur la catégorisation, oui, il faut évidemment, nous avons consacré une dernière édition de notre chronique sur le défaut, j'allais dire l'entorse que l'absence des données actualisées sur le recensement général de la population entraîne pour les politiques publiques de façon générale. Il est clair que en l'absence d'un chiffre actualisé sur la population, il est difficile de donner un chiffre fiable sur l'espérance de vie. Donc le chiffre que le ministre nous a donné hier, on va justement le dire à Monde de Vision, ne saurait être fiable sur la base de ce que, certes c'est le ministre qui le dit, mais il ne nous donne pas, on va dire... Mais lesquelles données? Lesquelles données? Parce que le recensement de la population camerounaise, on ne fait pas de recensement, Dominique. C'est pas forcément lié au sexe. Mais si justement dans un pays où les avis des actes de décès sont faits, tout part de la carte quand même. Est-ce que les actes de décès sont établis? Lorsque nos gens meurent, en principe, les municipalités et les hôpitaux de district devaient recenser ces gens et y apporter des statistiques. Le font-ils? Ne le font pas. Voilà. Donc quand on vous lance des choses comme ça, c'est justement pour cette raison que ceux qui connaissent comment ce pays vit savaient que lorsque le chef de l'État parlait de l'assurance santé universelle, c'était un slogan électoraliste. Simplement. Alors, Dominique Pengou, vous voulez rajouter quelque chose? J'ai le sentiment. Oui, je voulais parler de l'intégration des médecins dans le processus de couverture santé universelle au Cameroun. Puisque si on parle d'une couverture, ça veut dire qu'au moins, ça, je dis n'importe quoi, 10 populations, 10 patients, un médecin. Maintenant, si on ne régule pas ce secteur d'intégration qui est devenu assez flou, puisqu'on a une flotte d'étudiants en médecine qui, après les études, vont flâner soit dans des cliniques privées, soit vont flâner, soit vont ouvrir des pseudo-pharmacies au quartier pour perdre le temps ou encore pour avoir un peu d'argent et qui, après 5-10 ans, n'ont pas d'intégration. Si on ne régule pas ce côté-là, comment doit-on avoir l'universalité de la santé également si on n'a pas les acteurs? C'est mal barré. Pour compléter ça, je voudrais ajouter que le Cameroun a aujourd'hui besoin de 75 000 personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, tout ce que vous voulez. 75 000. Aujourd'hui, on n'a que 25 000. Donc, il y a un gap de 50 000 personnels de santé à combler. Vous voulez bien rappeler en ce moment que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il y a quelques semaines encore, revoyait le taux de personnes recrutées au sein de la fonction publique comme fonctionnaires. Donc, si déjà au Cameroun, on a un besoin de 75 000 personnels de la santé publique, et qu'on en soit seulement à 25 000 aujourd'hui, comprenez bien le besoin fondamental. Allons nous sortir bien sûr l'ornière, madame, monsieur. Les questions sont évoquées aujourd'hui. Le regard que chaque Camerounais porte sur le Cameroun, on est peut-être là aussi pour éveiller les consciences, mais demander aux Camerounais, quand on a maladie, peut-être pas demander, mais rappeler
que chaque Camerounais devrait s'intéresser aux questions politiques. Dit qu'on fait la politique, ce n'est pas seulement entendre ce que disent les partis politiques. Il faut en même temps faire comprendre quelle est la politique menée par le chef de l'État sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions de sécurité, sur toutes les questions, tout est politique. Et si le Camerounais, qui est supposé justement être au cœur de chaque gestion, pour qui justement les engagements sont pris, ne se pose pas de réelles questions, il est évident qu'on continuera à se faire broyer, comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup, qui n'arrêtent justement de s'en indigner. On aurait bien pu prendre des messages ce matin, mais on va évoquer d'autres petits sujets qui vont justement entourer cette émission ce matin. On le disait d'entrée de jeu que le chef de l'État a choisi hier de recevoir le milliardaire nigérien Aliko Dangote. D'ailleurs, l'a fait savoir à travers ses comptes Twitter. On a également eu cela dans la une du Cameroun Tribune de ce matin. Et question évidente, comment le chef de l'État, président de la République, depuis 109 ans au pouvoir, d'accord, on se rend compte qu'il a un appétit avec les investisseurs étrangers à les recevoir, mais jamais pour les investisseurs locaux Mbombo Bengal. Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est une faute politique. C'est le même Dangote qui lui a dit en mai 2015, lorsque le même chef de l'État a organisé le forum Investir au Cameroun. Il était d'ailleurs, et son compatriote Tony Elumelou a rappelé cela. Il lui a dit, Excellence, nous voulons faire les affaires au Cameroun, mais nous voulons le faire avec nos frères et sœurs camerounais. Tu dis, rien du tout. Et justement, j'aime le répéter, après on me dit, tu le dis toujours, tu le dis, ben quand vous avez faim, vous allez attraper votre maman. Vas-y un moment jusqu'à ce qu'il vous donne la nourriture. Vous ne pouvez pas imaginer que vous avez un opérateur économique, Paul Fokam Kamouni, qui encadre les investisseurs privés chinois en Afrique noire. Vous ne le recevez pas. Ce n'est pas possible. Et vous dites que vous avez des orientations économiques. On veut amener le pays à l'industrialisation. Ce n'est pas possible. C'est une faute politique grave. Vous ne recevez pas les leaders chez vous. Le président du JICAM, du MECAM, de ECAM, ainsi de suite. Vous ne les recevez pas. Donc, on va donc orienter comment? Le président du JICAM et le directeur général des impôts ont des malentendus sur un certain nombre d'orientations de fait. Vous les recevez. Les opérateurs économiques sortent un livre blanc de l'économie en disant nous voulons le nationalisme économique. Voici les orientations que nous pensons. Vous ne les recevez pas. Après un temps, vous dites bon, allez, le Premier ministre va vous recevoir, va me rendre compte. Mais justement, il faut dire que même pour l'inauguration de la cimenterie de M. Dangote, lui, il a appelé le chef de l'État nigérian de l'époque, Obasanjo, en lui disant mais j'ai donné les droits coutumiers au chef Sawa. Mais je ne sais pas, on est en train de bloquer. Vous avez vu comment le chef de l'État, parce que son homologue nigérian l'appelle, lui dit mais mon compatriote est là. Vraiment, je ne comprends pas. Le Premier ministre est venu inaugurer la cimenterie, les pieds dans l'eau. Voilà. Donc c'est vraiment regrettable. Et n'oublions pas non plus que même Mila, à qui il avait dit je vous verrai, il a fallu que Jacques Chirac mette Mila dans ses valises pour lui dire que bon, c'est comment non? Le type, si tu le connais, pour qu'il le nomme. Donc c'est regrettable. Alors, Dona Brice, Mbombo Bengal pense que c'est regrettable. C'est une faute politique, il faut dire ça comme ça. C'est une faute politique. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on a eu des journaux ce matin qui ont encensé cette rencontre entre le chef de l'État et le milliardaire nigérien. On ne dit pas que c'est mauvais de recevoir le milliardaire nigérien. Et pour la fierté justement du continent. C'est mauvais parce que le milliardaire nigérien devrait être accompagné d'un homologue camerounais, notamment le président de ECAM, du JICAM, devait dire une organisation patronale au sein duquel il est. C'est comme ça que ça se fait. Admettons, Dona Brice, ici, Mbombo Kadi a forcément tiré des titres là-dessus. Le JICAM ne cesse de se plaindre. Les retombées, les conséquences de la crise sanitaire semblent poser un réel problème au Cameroun aujourd'hui. Le chef de l'État ferait la sourde oreille, n'écoute même pas le patronat camerounais et choisit délibérément de recevoir Dangote, ce qui n'est pas mauvais de mon point de vue. Mais qu'est-ce que vous vous en dites concrètement? Bon,
D'abord, ne reprochons pas à Aliko Dangote d'être reçu à la présidence. Pas du tout. C'est pas lui, c'est le président. C'est le président qui a prêté serment. Avec 14 milliards de dollars, Aliko Dangote est la principale fortune africaine. Il a la légitimité pour être reçu par n'importe qui. Maintenant, je pense que c'est le paradoxe qui gêne. Vous savez qu'en 39 ans de pouvoir, le chef de l'État, on peut compter le nombre de fois qu'il a discuté vraiment en B2B avec les hommes d'affaires camerounais. C'est ça qui est extrêmement gênant. Mais vous avez au moins un cas. Le président Jicam. Si vous avez un cas, c'est intéressant. Le seul cas, c'est quand la soirée du 20 mai. En fin d'année, ou la présentation de vœux, c'est les seules occasions à travers. C'est ce qu'on a même investi au Cameroun. C'est ce qu'on appelle discuter. C'est les seules occasions à travers lesquelles les patrons d'entreprises camerounais ont l'occasion de serrer la main du chef de l'État. C'est extrêmement curieux. Vous savez qu'en France, le président du MEDEF va à la présidence comme s'il partait manger les beignets à l'écobuie. Il se lève le matin et dit je veux rencontrer Emmanuel Macron. Il se lève le soir et puis il ne peut pas le rencontrer. C'est parce que dans ces pays-là, on a compris l'importance du secteur privé. Et le chef du gouvernement camerounais, lui, a rappelé ici il y a quelques semaines que le secteur privé camerounais contribue à hauteur de 40%, c'est-à-dire près de la moitié au budget de l'État. Non, pas seulement le secteur privé, même le secteur public. Donc, tous ceux qui sont dans les créateurs de richesse, que vous soyez public ou privé, on doit vous écouter. Mais là, il portait l'attention sur le secteur précisément privé. Oui, justement. Voilà. Là, nous parlons du secteur privé. Donc, il est extrêmement gênant de voir que le chef de l'État camerounais, dont les ministres disent tous les jours que le secteur privé est important, dans la relève de l'économie qui est paralysée en raison du Covid-19, dans la collecte des recettes fiscales, ne soit pas considéré au même titre que les recettes étrangères. Vous savez, si vous fouillez les archives, vous allez constater que ces dernières années, le chef de l'État a reçu des opérateurs économiques français, canadiens et belges, mais au niveau local, aucun industriel digne de ce nom n'a été reçu à la présidence. C'est un scandale. C'est un scandale pour vous, Dominique Audrey-Yengelek. Vous comprenez grand-chose à ça? Si plus d'une trentaine d'années après vous continuez d'être scandalisé, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Vous les Camerounais? Oui, vous savez comment ça fonctionne, ça ne devrait plus vous surprendre. Mais il faut pas. Vous savez que c'est comme ça. Il ne faut pas cesser de dire que c'est un scandale parce que. Non, à un moment, ça devient. Après, les gens peuvent banaliser. Ça devient redondant parce que qu'on crie, qu'on pleure et tout, ça ne change pas. Maintenant, je pense que les chefs d'entreprise devraient prendre acte de cet acte-là et maintenant s'en tenir simplement à ça et se dire nos voix ne comptent pas, on ne compte que pour du beurre ici. Donc chacun gère son couloir comme il peut, tout simplement, en attendant que les choses changent. Est-ce qu'il faudrait si c'est comme ça, justement, non. Les impôts les braquent, après vont dire pour cause économique, licenciement, pour voilà, non pas abusif, je dis même pour des raisons économiques, voilà, licenciement. On félicite alors la médaille de Dangote. Ça change le chef de l'État, mais il faut quand même dire Aliko Dangote. C'est une fierté qu'il soit reçu au Cameroun. C'est une fierté qu'il soit reçu par le chef de l'État. Non, c'est quand même la première fortune africaine aujourd'hui. Il faut que ça peut ne pas plaire, mais c'est une première fortune africaine. C'est évident que quel que soit le chef de l'État africain qui aurait en face de lui Aliko Dangote, il lui verrait d'abord les portes. On dit le contraire. Dangote est la fierté du Nigeria. C'est d'abord pour le Nigeria. Donc ne me demandez pas d'être fier qu'un Nigérian vienne avoir. Non, franchement, non. C'est une fierté africaine. Non. Le gars lui-même vous dit que non, excellence. Pour nous. Moi, je veux être à côté de mes frères et sœurs camerounais. On dit non. Toi seul, tu suffis. Laisse-les là-bas. Laisse-les là-bas, viens. Donc, vous avez compris, vous avez regardé aussi et vous avez lu les commentaires. Ça va quand même très fort sur les réseaux sociaux. Les Camerounais saluent hautement Paul Biya ce matin en lui disant bravo. Oui, c'est ça. C'est une preuve palpable que le président est en vie. Ah voilà, peut-être. C'est une preuve palpable que le président de la République est en vie et qu'il peut snober qui il veut et recevoir qui il veut au moment opportun, quand il veut. Donc c'est le président de la République. On va tout simplement adresser des salutations, Michel. Michel, maintenant ce matin, j'ai envie de rebondir sur un petit sujet qui me chagrine depuis
depuis le début de l'émission, puisque à une certaine époque, quand on passait des examens officiels, des examens camerounais, surtout dans le secondaire, on avait des épreuves qui étaient ouvertes unanimement, c'est-à-dire si à Douala on ouvre l'épreuve à 8h10, à Yaoundé ce sera pareil, à Ndelmodouka ce sera pareil, quelque part au fort de Bamendou ce sera pareil. Mais hier on s'est rendu compte que les examens, les élèves, je prends pour le cas palpable du lycée d'Oyak, qui a ouvert les premières épreuves à 10h, et dans d'autres régions on a terminé des examens à pratiquement 19h à 20h. Comment on comprend C'était le cas à Matom, dans l'Union Ekele. C'est l'évolution. C'est pas depuis hier, Dominique Pengou. C'est depuis mardi. Oui, depuis lundi même. Depuis lundi même que les épreuves ont commencé. Voilà. Il y a des ouvertures à temps disproportionné. C'est-à-dire, si un élève a composé peut-être la science naturelle de la même série, c'est-à-dire la série Donc, on a le temps de tricher, voilà, il a le temps d'envoyer peut-être le fax à son camarade de classe de Yaoundé en disant, à Douala, nous on a déjà composé cette épreuve-là. À Bamendou, voilà, vous pouvez réviser le temps que ça arrive chez vous. Non, sauf qu'ils sont aussi dans les le conditions justificatif, c'était que les épreuves n'étaient pas encore dans la ville. Donc, les élèves sont restés de 7h jusqu'à 10h en attendant l'entrée des épreuves dans la ville. C'est l'évolution de la société. Jusqu'à 9h, ce n'est pas fini. Ça va pas finir de suite. Jusqu'à 9h ce matin, il n'y a aucune épreuve. j'ai appelé notre correspondant des écarts. Jusqu'à 9h ce matin. Vous savez que ce matin, les candidats au probatoire doivent passer les épreuves de philosophie et je crois d'informatique, voilà. Non, de deuxième langue plutôt. Philosophie et deuxième langue ce matin. Jusqu'à 9h ce matin, donc 1 heure après le début prévu, après l'heure prévue, jusqu'à 9h ce matin, les élèves à Ezeka, puisque ce n'est qu'Ezeka que j'ai joint ce matin, n'avaient pas commencé les épreuves. Contrairement à Douala qui était déjà... Hier, c'était fini à 20h, 21h à Magdon. Incroyable. C'est incroyable. Sincèrement. Cela s'appelle la République exemplaire en construction. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, c'est pour ça que nous avons pensé... Dire que Pauline Nalobayong a fait un travail formidable. Nous avons pensé, c'est pour ça que nous avons pensé que les cas sont suffisamment graves pour que Madame la ministre comprenne que ça a dépassé. Justement, la question que vous évoquez, parce qu'on est en éducation, et c'est un secteur hautement sensible. Dominique Pengou, alors on a vu des Camerounais qui se sont indignés pendant une semaine sur le cas de la sextape qui continue encore de faire grand bruit. Est-ce qu'il est temps de dire aux Camerounais, ouvrez les yeux sur l'éducation et essayons ensemble de dénoncer ce qui se passe au niveau du ministère des enseignements secondaires avec le professeur quand même Pauline Nalobayonga. C'est trop de scandale quand même dans ce ministère. Hein. Demandez aux Camerounais de venir faire les obsèques de l'éducation. Là encore, je vous comprends. Ils vont parce faire que l'éducation est mort de vie. Il faudrait donc là maintenant, on va donc dire par exemple s'il faut mettre le corps à la morgue, s'il faut mettre ça là, ou on enterre une fois. Donc, on fera où? Non, parce que les Japonais nous ont dit ça ici. Non? Comment vous ne faites pas comme si ça commence aujourd'hui? C'est terrible. Les Japonais nous ont dit, même vos écoles primaires, vous n'arrivez pas à construire. Non, maintenant, mais si on vous donne l'argent pour les construire, vous allez manger. Nous, on va construire les écoles, on vous donne. Et ils ont fait. Ça n'a irrité personne. Et on dit qu'on est un pays souverain. Incroyable. Voilà, donc... Non, mais il faudrait qu'il y ait la même clameur tout de même. Oui. Mais on ne devrait pas laisser tomber quand même. Parce que ce sont vos enfants et ce sont les enfants de tout le monde. Absolument. Alors, je posais une question hier. Lorsque l'on enseigne mal les enfants, pour le cas de ceux qui ont passé le baccalauréat avec des soucis majeurs, lorsque l'on est dans des problèmes comme ce qu'on rencontre aujourd'hui, quel genre de Camerounais sommes-nous en train de former à même de tenir les mains des générations à venir? Vous êtes mal formés pour former qui prochainement? Non, nous sommes en train de former les Camerounais qui seront les sous-fifres de leurs enfants qu'ils sont en train de placer parce que précisément leurs enfants ne sont pas meilleurs. Comment ils peuvent, eux qui ont dirigé, les enfants des pauvres qui sont brillants viendront diriger leurs enfants alors qu'on est dans le règne du népotisme? Je place mes enfants puisqu'ils n'ont pas été meilleurs à l'école. Je coupe les pieds des autres. Et voilà, pour que mes enfants pérennisent. Voilà la situation. Et comme dit Dominique Audrey,
il faut dénoncer la même, parce que quand on sort de ces histoires de sang caleçon, il faut revenir à l'essentiel. Voilà. Et même dans le sang caleçon, il y a l'éducation. Il y a l'essentiel. Parce qu'il y a l'essentiel. Oui, il ne faudrait pas qu'on s'arc-boute dessus. Il y a l'histoire de Covid-Gate qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'il faut également qu'on nous donne des comptes à ce moment-là. C'est bien que les Camerounais aient pris conscience de leur pouvoir déjà. Il faudrait qu'on fasse pression à tous les niveaux. Et c'est ça que Momok appelle la lutte unie sur tous les fronts. En résumé, il faut être sur tous les fronts. Bah, qu'on ne dise pas qu'on prend position, mais c'est dit aux Camerounais, vous avez vos téléphones, smartphones, vous avez vos pages Facebook. Ce qui se passe au niveau du ministère de l'enseignement secondaire est très grave et chaque Camerounais, de l'endroit où se trouve, devrait dénoncer cela avec la dernière énergie et ne pas laisser dormir la ministre un seul instant. C'est trop grave quand même ce qui se passe là-bas. Très grave quand même. Oui, quand on dit la ministre, pas seulement la ministre, le gouvernement en général, hein, le chef de l'État en premier, parce que c'est lui qui est élu. Le principal responsable. Le principal responsable, c'est le chef de l'État. Donc vraiment, il faudrait qu'on s'en indigne énormément là-dessus. Allez, la revue des réseaux sociaux, Dominique Pengou, qu'est-ce que la tonne nous dit ce matin? Alors ce matin, on va commencer par cet arrêté signé le 22 juin par le maire de la ville de Douala qui a mis sur pied un programme nommé « Restituer le trottoir aux piétons ». Celui-ci vise la libération des trottoirs et autres entreprises des espaces publics occupés de manière illégale par des commerçants ou encore par des véhicules non autorisés. Alors maintenant, ces derniers seront soumis au paiement d'une amende allant de 10 000 à 250 000 francs CFA. Voilà. Et c'est bien sûr un sujet qui appelle Dominique Audrey. Vous aussi, vous avez lu cette sortie du maire Mbassadine. Quel commentaire vous en faites-vous? J'étais très contente. J'étais hyper contente parce qu'aujourd'hui, on est obligé les chauffeurs sont obligés de nous esquiver parce qu'on vient empiéter sur l'espace qui leur est réservé. Pourquoi? Parce qu'on a des propriétaires de tricycles qui viennent garer là où on est censé marcher. On a des propriétaires de véhicules qui viennent garer là où on est censé se déployer. On a des gens qui improvisent des salons de coiffure là où on est censé circuler. Quelqu'un, il prend sa quincaillerie ou bien sa boutique, il étale son espace jusqu'au niveau du trottoir. Vous devez traverser les fers, traverser les sacs de ciment, les seaux de peinture et tout. Je crois que ces amendes-là sont bonnes. Et pour les gros porteurs, ça va jusqu'à 200 000 francs parce que vous savez qu'ils le font. Ils le font. Pourtant, il y a des espaces réservés pour les parkings. S'il y a des récriminations à faire, c'est que les commerçants se plaignent de ce que si on les enlève de là où ils sont, où est-ce qu'ils iront? Mais avant de vous placer quand même en route. Parce que oui, on doit tous chercher notre pain, mais il ne faut pas empiéter sur la liberté des autres. Il ne faut pas empiéter sur la sécurité des uns et des autres parce que vous cherchez votre pain quotidien. Donc on est d'accord que tous nous devons nous débrouiller, mais vraiment faisons-le dans l'ordre. Mais en tout cas, avec M. Mbassadine, s'il maintient, s'il punit, je crois que les choses vont bien se faire. Vivement qu'on ait un de côté. Mais il dit quand même que même s'il faut prendre 3 bonnes années pour pouvoir atteindre cet objectif, il le fera. Est-ce que c'est un va-t-en-guerre avec les populations aujourd'hui? Il ne s'attaque pas aux populations en fait. Il s'attaque aux autorités administratives. C'est pour ça que ça avait du mal à prendre. Quand vous dites autorité administrative, vous parlez des sous-préfets, du préfet? Tout à fait. La route, il y a la chaussée, il y a le caniveau, il y a les trottoirs. Oui. Et il y a ce qu'on appelle l'emprise de la voie publique. L'emprise de la voie publique est du ressort de l'autorité administrative. Donc c'est pour ça qu'à un moment, vous avez entendu certains commerçants vous dire « Mais on a payé les tickets ici. Quelqu'un d'autre est encore venu avec des autres tickets. Mais nous, on paye alors les tickets à qui et tout ça. » Donc, en fait, comme l'autorité administrative, regardez pour le comprendre, vous connaissez le Carrefour Anatole. Oui, bien sûr. Justement, la route qui va, le branchement qui va jusqu'à lieu qu'on appelle Gazon, que nous on appelle place de l'Indépendance, parce que c'est ça le nom. C'est le sous-préfet de Douala 2 qui avait libéré ces entrées. Donc, la mairie encadre seulement, parce que c'est elle qui procède au recouvrement. Donc, la bataille s'est passée entre le maire de la ville et les autorités administratives. C'est pour ça, quand vous voyez le préfet venir, c'est que bon, gars, c'était ça notre gombo. Bon, on dit maintenant, il faut quand même qu'il libère. Tu vas compenser comment? Ça a pris du temps et comme dit Maudé, il faut justement qu'ils continuent, que eux aussi, parce que je pense que Lamel avait fait une chronique dernièrement sur l'entrée de Denver à Bonamoussadi. Voilà, et ça ce sont les autorités administratives qui s'occupent jusqu'aux espaces verts.
des cités SIC et tout. Donc, le maire de la ville, quelquefois, il n'a que ses yeux pour pleurer. Parce que c'est la même autorité administrative qui apprécie des délibérations du conseil municipal. Donc, c'est ça la bataille. Vraiment, monsieur Lungomna, le chef de terre, libérez-nous aussi, on marche. Jusqu'à 250 000 francs. Est-ce qu'on risquerait de ne pas donner plus de pouvoir, on va dire, la police municipale aujourd'hui de Nabris-Kamgan sur les populations? Est-ce que ça ne peut pas créer tant de désordre dans la ville aujourd'hui? Entre 10 000 et 250 000 francs d'amende, est-ce que ça va contribuer également à libérer ces trottoirs-là? 10 000, c'est le tricycle. Hein. Bon. Oui, donc c'est selon le gabarit du... D'abord, j'ai interrogé quelques juristes sur cette question. Le maire a pris un arrêté. Or, il y a le code pénal qui recense les contraventions, y compris sur les questions de désordre urbain. Je ne sais pas si cette mesure, si cet arrêté est conforme à la loi. Mais j'ai également appris que le maire de la ville a pris un autre texte pour corriger le premier arrêté. Donc, il y a manifestement des problèmes avec ce texte-là et sa conformité avec le cadre réglementaire. Deuxième chose, le texte est assez flou. Je l'ai parcouru et je constate qu'il y a les frais de stationnement, c'est-à-dire l'amende qu'on vous donne, et puis maintenant les frais d'enlèvement. Or, je peux stationner mon véhicule sur un endroit inapproprié, un trottoir, et on me sabote, je paye, et puis c'est moi qui fais quitter mon véhicule. Or, dans la liste des amendes, il est prévu frais de nouvel stationnement et puis frais d'enlèvement. Pour les grands engins, par exemple, la mairie de ville n'a pas d'engin pour retirer les gros porteurs. Mais on va saboter. Il n'y en a pas. On va saboter, vous deviendrez payer et puis vous retirer, c'est ça. Et enfin, il faut, c'est bien de lutter contre le désordre urbain, mais il faut également construire les parkings. Ouais. La ville de Douala a un manque de criards, pas seulement Douala. Les grands centres urbains au Cameroun ont un problème criard de disponibilité de parking. C'est aussi une question sur laquelle il faut pouvoir s'attaquer. Dona Nabris-Kamgan, aujourd'hui on sait, et on le dit, on dénonce d'ailleurs, l'attitude de certains de nos compatriotes de la police municipale qui sont présents sur nos axes routiers pour saboter des voitures mal garées. On connaît les micmacs qui existent entre les propriétaires de véhicules et ceux-là, une fois la voiture sabotée. Est-ce que ceci ne va pas contribuer à renforcer, on va dire, à générer plus d'argent dans les poches de ces derniers? Est-ce que les caisses de la mairie n'ont pas d'argent? Je veux comprendre. Non. Est-ce que la mairie recherche de l'argent aujourd'hui en se disant, bon d'accord, ce projet pourra nous ramener de l'argent dans les caisses de la mairie? Non, la lutte contre le désordre urbain est une mission. C'est une mission. Oui, on est mission des municipalités. Ça n'a pas vocation à remplir les caisses. Mais là, comment on parle entre 10 000 et 250 000? Non, c'est une mesure, voilà, c'est pour les dissuader, c'est une mesure de répression. Donc, moi, je pense que si cette mesure a toutes les précisions nécessaires, notamment sur les détails que j'ai donnés tout à l'heure, c'est une mesure qui est de bon augure. Très bien. Dominique Pengou, juste pour en sortir rapidement, est-ce que vous dites que restituer le trottoir aux Camerounais, quand on sait quand même qu'à Douala, la population est très grande, on manque justement d'endroits où marcher dans la ville de Douala? Vous y croyez vous aussi? On manque d'endroits où marcher dans la ville. Je veux dire de trottoirs. Hein. On manque d'endroits où marcher pour les piétons, justement parce que les trottoirs ont été suroccupés par des commerçants. Mbopi, par exemple. On prend l'exemple de Mbopi, on prend l'exemple de la Douche également, ici où la circulation est carrément impossible. Mais partout, même à quoi? Mais maintenant, il faut préciser également que des Gempi, des commerçants qui ont peut-être un capital qui est moins de 100 000 francs, qui ne peuvent pas se permettre de louer des boutiques à l'intérieur des marchés parce que les coûts sont assez élevés, on les connaît et c'est quand même inquiétant. Il faudrait qu'on pense sur le plan. Est-ce qu'on devrait s'installer sur le trottoir? Non. Donc déjà, c'est donc pour ça que c'était incriminé le fait de leur remettre les tickets journaliers pour qu'ils payent ces trottoirs-là. C'était déjà un problème. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'ils comprennent aujourd'hui que, tel que le maire dit que j'arrive, parce que depuis le 22 juin que c'est déjà opérationnel, le maire est descendu, est-ce que les gens peuvent éviter d'avoir des ennuis, enlever ce qu'ils ont enlevé, retrouver d'autres espaces et libérer le trottoir paisiblement? C'est un problème parce qu'il n'y en a justement pas. Il n'y en a pas. Il faut des espaces où on peut poser des petits pouces, des petits trottoirs, des parkings. Voilà, il n'y en a pas. Donc, leur demander de quitter de là et aller où? Rester à la maison? Ils doivent quitter. Parce qu'en fait, ceux qui ont apporté le désordre, c'est même ceux qui ont les boutiques et ils ont fait le prolongement. Oui. Ça a donc attiré les autres.
qui fait les beignets, les leurs trousses et tout. Mm. Donc ceux qui ont les boutiques, regardez même la rue Jameau. La rue Jameau qui est à côté de nous. Ils ont les boutiques, ils paient normalement, mais ils enlèvent les trucs, ils les posent encore, y compris les appareils électroménagers. Comment va-t-il s'y prendre au niveau de la rue de la Casse, ici à Douala, pas très loin d'Equinox, ou encore la rue des Brocantes? Ils nous regardent ce matin. On se pose des questions. Non, mais qu'ils respectent les normes. On avait envoyé la Casse, je vais derrière Mbopi, avec un truc qu'on avait aménagé. C'est comme ça que le marché Sandaga, en fait, les commerçants de ces vivres frais étaient aux abords de marché Mbopi. D'accord. Voilà, et on les a envoyés quelque part. Autre sujet, Dominique Pengou, ce matin. Autre sujet ce matin, mœurs et déviance au Cameroun, les femmes du gouvernement se sont prononcées. Ces images et vidéos obscènes, graves et choquantes devenues assez virales sur les réseaux sociaux ont suscité la sortie des femmes du gouvernement, notamment la ministre des Affaires sociales, la ministre des Enseignements secondaires, la secrétaire d'État auprès de l'éducation de base, le représentant du ministère de la Communication, tous autour de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, qui, comme annoncé hier, ont fait une conférence de presse face à la presse, aux hommes politiques et également face aux populations et aux médias. La ministre s'est exprimée et avec le concours de la réalisation, on peut écouter un seul premier extrait de cette expression-là de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Marge indécente et choquante. Un air grave et le ton solennel s'est déroulé le mercredi 16 juin 2021, jour pourtant dédié à la célébration de l'enfant africain. Quel message voulait-il passer? Soulignant combien ces actes sont dégradants. Donc voilà un peu un bref aperçu, puisque ces images ont été publiées un 16 juin et on sait bien que le 16 juin est la célébration de l'enfant africain. Entre autres, la ministre s'est bien remise en question et a pris un ton assez émotionnel pour que les coupables soient remis en question ou encore que ce qui est prévu par la loi soit effectué, mais sans toutefois donner des précisions assez claires dessus. On n'a pas besoin d'émotion à ce moment précis, on a besoin d'action. Les jeunes femmes ont besoin d'action parce que quand vous remontez l'histoire du Cameroun, il y a beaucoup de filles, de jeunes filles qui ont été confrontées à ça. À Menganga, on a eu une jeune fille qui sortait avec un enseignant de l'époque et ils ont eu leurs ébats un 8 mars et le 9 mars, le jour qui a suivi, ce sont ses parents, ses proches qui l'appellent pour lui dire « Mais ma chérie, comment puisqu'elle n'était pas WhatsApp ni Facebook, mais elle s'est retrouvée à poil sur les réseaux sociaux. » On a eu le cas de Nathalie Nkwa, la jeune dame qui a vu également ses parties génitales et tout son corps exposé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est avec Malika, justement pour qu'on n'ait plus d'hommes qui se retrouvent à poser ce genre d'actes. On a eu les élèves du lycée de Kribi et le lycée de Kounou également qui ont fait leur sextape et ils ont placé ça au vu au su de tout le monde. Pour qu'on n'ait plus d'individus qui s'amusent à jouer avec ça, il faudrait qu'on pose des actes. Il faudrait que... Qu'est-ce que vous préconisez comme acte de Des campagnes. Des campagnes. Que les femmes descendent sur les terrains, nous avec, du moins pour celles qui sont disposées à aller parler aux jeunes filles, faire des promotions, des campagnes, oui, des ateliers de discussion avec des femmes et avec des hommes également, oui. On ne peut pas vous empêcher d'avoir vos rapports sexuels parce que personne ne va marcher avec vous, mais maintenant, il faut savoir que lorsque vous décidez de faire des choses d'adultes, il y a une tenue, une posture à avoir et il faut rappeler ça aux jeunes filles. Sur la sortie de la ministre hier, ou des ministres... Non, de là. Bon, puisqu'elle n'était pas seule. C'était l'enfumage. De là. Bon, des ministres, parce qu'elles étaient quand même toutes réunies. Elles étaient assises. On a entendu Marie-Thérèse Abena Ondoa sur la question. Est-ce que vous dites que le contenu, les propos, sa dénonciation, dire que le gouvernement va accompagner les victimes, et bien sûr, est-ce que c'est suffisant pour passer là-dessus? Le problème avec les membres du gouvernement qu'on a, c'est qu'on est dans un régime de l'annonce. On vous annonce qu'on va faire ci. Dans les prochains jours, le gouvernement fera ça. On est un peu las. Lorsqu'on écoute, on a envie de dire, mais celle-ci est sortie simplement parce que les gens l'ont interpellée, parce qu'à plusieurs reprises, vous avez vu des gens qui ont commencé à poster ces photos. Mais madame, vous ne dites rien, parce qu'on a eu le cas quoi ça avec les jeunes filles qui nous sont venues du Nozo. Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Bon, maintenant qu'elle est sortie,
on peut d'abord faire abstraction de tous ces silences et on s'attend à ce qu'elle agisse. Le gouvernement va faire, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Parce que ne me dites pas qu'elle est sortie de chez elle. Elle est quand même ministre de la promotion de la femme et de la famille. Elle était accompagnée du ministre des Affaires sociales, y compris du ministre des enseignements secondaires. C'est des femmes qui sont mises ensemble. Dis quand même, elle appartient au gouvernement. Il y a quand même un ministère de la justice au Cameroun, non? Michel Ngachou, ne me dites pas qu'elle est sortie de chez elle pour simplement venir nous dire qu'elle a aussi vu le vidéogramme et que le gouvernement va agir. Quand on sort pour venir se placer devant des gens qui ont des problèmes, on vient, on leur dit d'accord, on a pris acte de vos problèmes, voici ce qu'on entend faire. Voici ce qu'on entend faire. Peut-être si on nous dit par exemple que le ministre qui a encensé l'histoire, qui a mis du bois sous le feu, qui a enflammé les choses et qui a donné son onction aux concernés, sera peut-être puni, on va lui faire planter les choux. Oui, ce sera un début de solution. Oui, voilà. Mais qu'on nous dise qu'on va faire quelque chose de concret. Alors, bon Benga, on a entendu la ministre quand même hier revenir sur des questions. Elle a interpellé les parents également. Oui. Pour une fois quand même, que la ministre de la promotion de la femme et de la famille, dans ce que les Camerounais attendent d'elle en termes de communication, interpelle les parents en leur disant « faisons attention » et surtout elle a insisté sur les activités qui exposent nos enfants. Elle interpelle les parents à l'éducation. Les valeurs morales, traditionnelles et positives à restituer à ces derniers. Est-ce que c'est la bienvenue à votre avis? Ou c'est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'il y a une volonté de faire, c'est-à-dire que, comme elle dit, et je partage son point de vue, tout le monde est indigné. Il est indigné, mais justement, les parents en sont pour quelque chose. En principe, un jeune, quand il voit un aîné, il devrait être en sécurité. Mais on a laissé tellement faire cette déviance-là, et j'allais dire ce brigandage-là, que ça semblait être une norme. On semblait s'en accommoder. Et justement, il reste à savoir, parce qu'elle a dit, le gouvernement est prêt à accompagner les familles. D'accord, mais le gouvernement aussi peut se saisir de l'affaire. Parce qu'en fait, c'est le gouvernement qui est le bras armé de l'État. C'est-à-dire que le gouvernement apporte les solutions aux problèmes que les citoyens rencontrent. Comme la Constitution dit, article 18, que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale tient en priorité ce que voudrait faire le gouvernement. Donc on attend donc maintenant soit le gouvernement prenne encore des projets de loi à soumettre au Parlement pour voir comment on peut réguler un certain nombre de ces déviances-là. Parce que lorsque ça commençait petit à petit, vous n'avez peut-être pas connu Dave Mortoy. L'homme vient de là-bas, je viens avec mon super saloum à la sortie de l'école, de classe, je prends. Voilà, il dénonçait à sa façon. Il dénonçait, comme on dit, castigare ridando molest. Donc, voilà, il corrigeait ça, mais qui a compris? Personne. Même Jean-Michel Cancan qui dit, prendre dans le dit, bon, et demoiselle, tu connais qui dit, bon, il fait des trucs. Au lieu de prendre cela, justement, c'est à cela que l'artiste est un intellectuel. Vous permettez de parler de Ken Godefroy également, qui dans ses chansons demande à la jeune fille « Qu'est-ce que tu fais en boîte de nuit avec la tenue du lycée ?» Cette chanson est connue de tout le monde aujourd'hui. Et est-ce que c'est dit finalement de Donald Brice-Camgan qu'au-delà de la sortie de la ministre de la promotion de la femme et de la famille, il y a certes un réel problème d'éducation sociale aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais sont coupés littéralement des valeurs qu'ils sont censés pérenniser en permanence? C'est-à-dire, est-ce que les parents ont su retransmettre ce qu'ils ont reçu aux générations actuelles? Rien du tout. Écoutez, la sortie de Madame le ministre, c'est un braquage intellectuel incroyable. Ça veut dire? Est-ce que Madame Ondoa sait que les enfants de 15 ans vont en boîte de nuit au Cameroun? Elle sait. Elle le sait, comme tout le monde. Est-ce que c'est que la pornographie, des petits-enfants. Est-ce que c'est que la pornographie musicale est consacrée au Cameroun? Elle est professeure de pédiatrie, donc elle sait. Est-ce que c'est qu'il y a eu une sextape au lycée de Kribi il y a quelques semaines, quelques mois? Est-ce que c'est qu'il y en a eu au lycée de Kounou? Est-ce que c'est qu'en ce moment, au niveau de Manjo, il y a une affaire d'une fille de 17 ans qui aurait eu des rapports avec un homme en tenue de ce côté-là, en Manjo, qui aurait été violé? Est-ce qu'elle le sait au moins? Est-ce que c'est qu'il y a aussi une histoire de sextape qui défraie la chronique en Consamba? Non.
que le gouvernement ne tente pas de nous manipuler. Il faut être sérieux. On est simplement dans de la manipulation de nos émotions. Le gouvernement réagit parce qu'il y a eu une internationalisation de cette affaire à travers d'abord les médias locaux, ensuite le relais a été pris par RFI, Jeune Afrique et d'autres médias internationaux. Le gouvernement était inconfortable et a réagi sur le coup. Il n'y a aucune politique cohérente de lutte contre la pornographie, la dépravation des mœurs au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si elle existe, elle n'est pas mise en œuvre. Deuxième chose, le gouvernement dont il est question est mains et pieds liés. Il n'y peut rien. Ça veut dire? Pourquoi? Elle a parlé hier de l'affaire, j'ai écouté attentivement, elle parle de la lutte contre les crimes rituels. Elle a osé parler des crimes rituels. Vous savez que dans les crimes rituels, les officiels sont impliqués. Les trafics, doucement, les choses bizarres. Sur cette question-là, vous attendez que les acteurs d'une mafia luttent contre la mafia? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, je n'y accorde aucun intérêt. À la sortie, aucun intérêt, rien du tout. Je n'ai pas l'impression que ce ministère existe. Je n'ai pas l'impression. La dépravation des mœurs, c'est devenu une norme au Cameroun. C'est-à-dire que lorsque vous dites à une jeune fille qu'elle est mal habillée, vous êtes un criminel. C'est vous qui êtes le criminel. Et le ministère de la promotion de la femme et de la famille, ce sont ses missions. Avec le ministère des Affaires sociales. Deux ministères d'ailleurs qu'on a segmentés sans aucune logique. Donc, cette mise en scène passée hier à Yaoundé, moi, c'est très indigeste pour moi. Merci beaucoup de Nabrice. Alors, on va dire à côté de ceci, il y a eu des réactions des hommes, je veux dire des acteurs politiques, notamment le ministre délégué à la justice, qui est revenu sur un certain nombre de recadrages, va-t-on dire, parce que nous l'interpellions hier matin sur cette antenne en lui faisant savoir que vous vous appelez sur Facebook Forza Kotompu et vous avez estimé qu'il faudrait qu'on fasse le rapprochement ou bien le distinguo entre Forza Kotompu et vous-même qui êtes ministre délégué. Alors, non seulement, on le sait, il a été ceux qui ont encensé l'action posée par notre confrère, que nous tous nous avons décrié, qu'on continue encore de décrier. Dominique Pengou, vous dites justement que le ministre également se sentit acculé et était obligé de faire sa sortie, vous? Il a fait des sorties, il a fait cette sortie, mais il n'a même pas, dans cette sortie, il n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Parce que justement, il n'a pas donné sa position. Ouais. Il a donné une position. Non, il a justifié tout simplement la première sortie. Il n'a pas donné sa position du fait que je m'allie et je condamne les mœurs et les déviances faites aux jeunes filles au Cameroun. Ouais. On ne lit pas ça entre les lignes dans sa sortie hier. Il a juste expliqué le pourquoi et le comment on doit faire un distinguo entre sa fonction de ministre auprès du gouvernement et sa page Facebook. Et c'est même un problème si les ministres n'ont pas des pages officielles où ils peuvent naturellement s'exprimer. En permanence. Parce qu'ils n'en ont pas. Quelles sont les références? Même avant la conférence donnée par la ministre de la promotion de la femme et de la famille, elle devrait avoir une plateforme où elle devrait d'abord s'exprimer. En tant que femme, essayer de mobiliser d'abord sur la toile, puisque c'est de là que part la plus grosse communication actuellement au Cameroun. Donc c'est même un problème si un ministre vient nous dire que sa page Facebook n'a rien à voir avec la fonction. Le fait, hein. Voilà, c'est l'un des ministres qui utilise son compte justement pour rendre compte et donner des statistiques et des pronostics en ce qui concerne le coronavirus et bien d'autres problèmes par rapport à son ministère. Donc maintenant, ce que le ministre Jean de Dieu Momo a pondu hier sur son compte Facebook, ça c'est du pipeau. Moi je pense qu'on doit l'interpeller pour ça. Et il doit supprimer ou encore il doit revenir, il doit demander des excuses publiques à la nation et pouvoir soutenir, parce qu'on est en train de dénoncer cette succession de dépravation des mœurs au Cameroun. Il est quand même ministre délégué auprès des ministres de la Justice. Jusqu'à présent, on le sait, on sait qu'en ce moment, parce qu'il y a... Il n'a pas parlé du plan juridique de cette affaire. Judiciaire, l'attitude de la justice. Il n'a pas évoqué. Oui. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'en cours les violeurs, les détourneurs de mineurs. Il n'a rien dit à cet effet-là. On attendait au moins même qu'il sorte une publication ou encore une note par rapport à cela. Pour sortir bien sûr de ce sujet, puisque nous aussi nous avons vocation à éduquer nos masses et surtout à parler à nos petites sœurs qui nous regardent ce matin. J'ai entendu pas mal de personnes dire désormais, lorsque vous vous amusez à faire joujou, comme pour prendre le propos de Dominique Audrey, si quelqu'un sur son téléphone
engager une bagarre. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Ça peut être banal, mais ça peut aider également. Aujourd'hui, il faut savoir aux gens qui font ça que même dans les hôtels ou bien les auberges ou bien les appartements meublés où vous allez faire ça, la personne peut, avant que vous n'arriviez, mettre une caméra. Donc vous pouvez éteindre la lumière et vous allumez la caméra de votre téléphone. On vous fait savoir qu'il y a même des réglettes aujourd'hui, des ampoules qui ont déjà des dispositions à l'intérieur. À l'intérieur. Et ben, donc c'est mieux de le faire dans le noir alors. Il faut quoi? On ne sait jamais. Quel conseil nous donnons à nos petites sœurs ce matin? Parce qu'elles sont chères. Nous les aimons et nous ne voulons plus revoir ça, Dominique Audrey. Oui. Quel conseil nous leur donnons en 30 secondes? Vraiment, mais franchement, pour être passé par là avant vous, on a commis, du moins je parle pour moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs en étant plus jeune, simplement par souci de précipitation ou bien par suivisme. Et avec le temps, lorsqu'on grandit, on regrette. Et pour vous, justement, qui pensez que oui, il faudrait qu'on le fasse pour être comme ci ou bien être comme ça, ça va au-delà de ce que vous voyez. Ça va au-delà du sourire qu'on peut afficher tous les jours dans la rue. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. Donc, prenez votre temps pour celles qui ne sont pas encore sexuellement actives avant de vous lancer là-dedans. Et pour celles qui le sont déjà, choisissez bien les personnes avec lesquelles vous voulez le faire. Mais surtout, bon, Bengan, il y a d'ailleurs l'interpellation de la ministre hier qui demandait de se retourner auprès des valeurs traditionnelles. Qu'est-ce que vous en dites ce matin? Nous le disons depuis au moins 5 ans. On nous dit que nous sommes passéistes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ouais. Voilà. Donc, à notre époque, c'est ce qu'on dit, et j'aime le répéter aussi. La loi qui régule les rapports sociaux doit trouver son inspiration des us et coutumes de ce pays-là, de cet environnement-là. Parfait. Maintenant, on a été envahi par les affaires des dynasties à l'époque, des radiocassettes qui venaient, Dave Mortoy qui disait Renault 25, le monde évolue. Et justement, cette évolution-là, comme vous dites, nous amène donc où? La France dit qu'une fille de 15 ans peut avoir des rapports sexuels consentantes. Beaucoup de nos compatriotes sont des nationalités françaises. Ouais. On peut ça bien pour moi. Voilà. Vous voyez comment, au même moment, vous dites aux hommes, toutes les cuisses des femmes ne vous appartiennent pas. Mais quand on le dit, ça devrait être accompagné du fait que les aînés peuvent corriger les écarts de leurs cadets. C'est comme ça l'encadrement. Maintenant, si vous blâmez l'enfant de Bombo, et puis mon enfant, vous voyez, c'est un peu ça qui va créer les clivages. Une autorité administrative vient, je ne veux pas qu'on mette coller la petite. Oh non, dis donc, c'est qu'elle préfère ça. Donc, vous voyez, donc en fait, revenons justement à nos us et coutumes. Restons là, c'est pour ça que j'interpellais le gouvernement pour faire un projet de loi qui intègre aussi les punitions que nous on ferait. Nous, il arrivait. On va sortir. Voilà. On est sorti. Il y avait on est pratiquement à la fin de l'émission et puis on va justement le dire. La promotion de la pornographie. Il faut qu'on fasse quelque chose. Très important. On a des câbleaux distributeurs en journée dans nos quartiers qui nous les balancent à midi. Et ceci ne semble déranger personne. L'Antique aujourd'hui au Cameroun fait quel travail pour censurer les pages pornographiques au Cameroun. Et même sur... Oui, d'accord, on me dit que c'est fini déjà. En même temps, allez, on pourra continuer demain. Mais n'oubliez pas, gardons le cap, ouvrons les yeux, allumons nos cerveaux. Le Cameroun de demain doit être construit. Et ensemble, on doit le faire. À demain, 10h.